à toutes et bienvenue aux Erasmus Day en Bourgogne-Franche-Comté. Les Erasmus Day sont devenus en 3 éditions une fête européenne internationale incontournable organisée en France et dans le monde. Pendant 3 jours, les écoles, les collèges, les lycées professionnels, les centres de formation d'apprentis, mais également les collectivités locales et territoriales, tous les partenaires en région Bourgogne-Franche-Comté, mettent à l'honneur, à travers des manifestations virtuelles ou physiques, les projets Erasmus+. Donc bienvenue à tous, valorisons cette mobilité, valorisons les projets dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. Je laisse à présent la parole à Monsieur le recteur de région académique de Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon et chancelier des universités. Bonjour à toutes et à tous. Ces Erasmus Day, cette édition des Erasmus Day prend place dans un contexte par lequel je voudrais commencer, tant il est difficile de l'ignorer lorsqu'on parle de mobilité et lorsqu'on veut promouvoir, comme c'est notre cas, la mobilité européenne. Rien que sur la mobilité étudiante, nous constatons déjà, depuis l'arrivée de l'épidémie de Covid-19, une baisse de 20% de la mobilité étudiante. Ce n'est pas une raison de baisser les bras, c'est une raison, au contraire, de réfléchir ensemble aux moyens que nous avons de vaincre les peurs, les réticences et de continuer, dans le respect, bien sûr, des mesures sanitaires prises par les différents pays, à promouvoir et à organiser cette mobilité, non seulement des étudiants, mais de la jeunesse en général. Pour Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, je le cite, « Ce serait une erreur d'enterrer toute ambition d'échange, alors même que l'appétence des jeunes ne diminue pas. » Et c'est dans cette perspective que s'inscrira mon propos. Recteur d'une région académique qui est la Bourgogne-Franche-Comté, qui est donc une région frontalière, ouverte, riche, d'une longue tradition d'échanges et aussi d'une ancienne tradition universitaire, d'une excellence universitaire reconnue, facile d'accès, attractive. Cette région a donc de nombreux atouts pour les partenaires étrangers. Il nous faut favoriser ces échanges, préparer dans le même temps l'insertion et la mobilité professionnelle de la jeunesse de ce territoire, renforcer l'ouverture internationale des enseignements. Et pour cela, nous avons un outil qu'il faut faire vivre, ce sont les conventions de coopération éducative avec bon nombre de territoires, en Europe, bien sûr, mais dans le monde entier. Que ce soit avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Écosse, les États-Unis, le Canada, la Tunisie, la République tchèque, la Suisse ou encore la Serbie et bientôt l'Autriche. Pour assurer une cohérence territoriale, la région académique signe donc des conventions, propose des actions avec ses partenaires européens ou internationaux, des collectivités territoriales aussi, comme le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, les conseils départementaux, les métropoles, les villes. Toutes ces collectivités ont bien sûr des partenariats, ne serait-ce que dans le cadre de jumelage qui parfois remontent à l'après-Seconde Guerre mondiale, qui fut un grand temps d'espérance et de conviction européenne. Nous avons donc sur le territoire des ressources, des compétences complémentaires aux nôtres et complémentaires entre elles. Et il est important de faire émerger ces idées, ces projets, une stratégie commune, en somme, au service de la mobilité des élèves, des étudiants, mais aussi des professionnels de l'éducation, des enseignants, des chefs d'établissement de Bourgogne-Franche-Comté. Et pour cela, Erasmus+ est un outil qu'il nous faut apprendre à manier et à manier ensemble. Parmi les projets Erasmus+ développés dans l'Académie, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce que je le considère comme particulièrement exemplaire. C'est celui que nous avons pu bâtir avec la Fédération des maisons familiales et rurales.
la Fédération des MFR et l'Académie de Besançon ont signé une convention de coopération pour le portage du projet Erasmus+, enseignement et formation professionnelle. Ainsi, nous portons conjointement un projet enseignement et formation professionnelle pour la mobilité des jeunes, des enseignants, des formateurs et des inspecteurs. 20 lycées professionnels et 20 maisons familiales et rurales, mais aussi les compagnons du Tour de France, le CRIJ, participent à ce projet. Environ 500 jeunes de Bourgogne-Franche-Comté et 145 personnels d'éducation ont effectué depuis 2017 une période de formation professionnelle en entreprise ou une formation d'une semaine au sein de structures d'enseignement et de formation professionnelle dans 20 pays européens. Naturellement, la crise sanitaire a impacté la mise en œuvre des mobilités, mais nous continuons à les promouvoir, à les mettre en place, comme je l'ai dit, dans le respect des consignes sanitaires, des consignes de notre ministère des Affaires étrangères et dans le respect des dispositions prises par nos partenaires européens. Un projet Erasmus+, partenariat stratégique, échange de bonnes pratiques autour de la priorité à donner aujourd'hui au numérique éducatif. Ce projet est intitulé Citizen 2.1, a été validé par l'Union européenne en juillet dernier. Un projet de mobilité pour l'enseignement scolaire sera déposé pour la région académique Bourgogne-Franche-Comté en février 2021. Chers élèves, étudiants, enseignants et tous les personnels d'encadrement auxquels je m'adresse aussi, si vous souhaitez avoir plus d'informations et participer à ces projets, je vous invite à vous rapprocher de la délégation régionale académique, désormais, aux relations européennes, internationales et à la coopération. Nous avons la volonté d'intégrer dans le futur programme Erasmus+, en coopération avec nos partenaires, la mobilité de nos élèves respectifs. Ainsi, les programmes de mobilité entrante développés avec nos partenaires serbes, tchèques, polonais et allemands devraient être développés en réciprocité. Et l'objectif est bien de permettre à toute cette jeunesse d'intégrer les sections bilingues en langue anglaise ou allemande de nos pays partenaires pour des mobilités courtes et longues. Si je dois chercher des motifs profonds à tout cela, j'ai envie d'aller les chercher chez un écrivain autrichien bien connu, Stefan Zweig, qui a porté, dans des temps difficiles pour l'Europe, l'espérance européenne. Il écrivait ceci qui, dans les circonstances sanitaires d'aujourd'hui, conserve, me semble-t-il, une certaine portée. L'idée européenne n'est pas un sentiment premier, comme le sentiment patriotique, comme celui de l'appartenance à un peuple. Elle n'est pas originelle et instinctive, mais elle naît de la réflexion. Elle n'est pas le produit d'une passion spontanée, mais le fruit lentement mûri d'une pensée élevée. L'égoïsme sacré du nationalisme restera toujours plus accessible à la moyenne des individus que l'altruisme sacré du sentiment européen, parce qu'il est toujours plus aisé de reconnaître ce qui nous appartient que de comprendre votre voisin avec respect et intérêt. Comprendre nos voisins, mais aussi, et c'est la différence que je voudrais souligner par rapport à l'époque où Zweig, faute de voir ses idéaux européens réalisés, s'est suicidé au Brésil en 1942, en pleine guerre, comprendre ce qu'il y a de commun entre nous, ce qui nous appartient. Les jeunes générations considèrent désormais davantage l'Europe comme leur maison commune. Erasmus y a puissamment contribué. Erasmus+ doit continuer à y contribuer, et c'est pourquoi nous y consacrerons toute l'énergie, toute la persévérance nécessaire pour que ces projets soient toujours plus ouverts à ceux des élèves ou des apprenants qui en ont jusqu'alors plutôt moins bénéficié que les autres, les élèves de la voie professionnelle, les apprentis, les apprenants les moins favorisés d'origine culturelle, sociale et économique variée. En somme,
Ces mobilités doivent concerner tous les jeunes, et pas seulement ceux pour qui le voyage fait partie très tôt des habitudes familiales. Il faut encourager une ouverture en faveur des personnes les plus éloignées des mobilités, et c'est pourquoi ce projet avec les maisons familiales et rurales est tellement emblématique à mes yeux. Il s'agit bien, vous l'avez compris, de favoriser l'essor d'une notion, d'un sentiment de citoyenneté européenne, en concevant cette citoyenneté comme celle qui prolonge l'idéal de république universelle, qui était celui des hommes et des femmes du XIXe siècle. Il permet de se reconnaître dans une culture qui n'est pas la culture première, la culture immédiate, immédiatement accessible, mais c'est cette construction, cette idée élevée, comme disait Stefan Zweig, qu'il nous faut développer le plus possible, le plus profondément possible, dans toute la jeunesse de nos établissements scolaires. C'est le vœu que je forme, et particulièrement dans les temps où nous sommes. Monsieur le recteur, nous vous remercions pour cette intervention. Je laisse à présent la parole à mon collègue, monsieur Jean-Yves Metta. Merci beaucoup, Natacha. Alors, on va maintenant regarder une vidéo du président de la Fédération régionale des maisons familiales qui introduira également cette Erasmus Days. Bonjour à tous. Depuis 10 ans, en Bourgogne-Franche-Comté, nous conduisons des projets de mobilité pour les jeunes en formation professionnelle. 2 MFR, 2 groupes de jeunes, ont inauguré cette action qui depuis n'a cessé de prendre de l'importance. Une importance qui s'énonce aujourd'hui comme une évidence, mais qu'il a fallu accompagner, argumenter et défendre. Merci à tous ceux qui ont soutenu cette action de mobilité européenne, tous ceux qui lui ont permis de trouver sa place dans nos actions régionales, dans le travail des équipes en MFR, mais aussi dans les lycées et chez les compagnons. Cette volonté affichée de poursuivre et d'amplifier ces projets de mobilité nous ont permis d'envoyer chaque année plus de jeunes, d'adultes, vivre une expérience professionnelle à l'étranger. Aujourd'hui, plus de 700 mobilités sont réalisées à partir de 45 établissements de notre région de Bourgogne-Franche-Comté, vers plus de 23 pays européens. Cette action a permis de dépasser les clivages historiques entre le public et le privé. Le consortium bénéficie autant au lycée de l'Éducation nationale qu'au MFR ou au lycée de Mouchoir. Dans tous ces établissements, des jeunes et des adultes vivent leur formation et ont la chance de l'enrichir avec un voyage, une expérience de plusieurs semaines dans une entreprise dans un autre pays. Ce qui nous motive en tant qu'administrateurs de MFR, en tant que bénévoles, en tant que parents engagés, c'est bien ce qui permet cette mobilité. Nous avons l'habitude de dire que la formation doit changer la personne qui se forme. Eh bien, la mobilité est un accélérateur au changement. Se projeter dans un voyage à l'étranger, un stage, c'est un peu se jeter dans l'inconnu. Et c'est bien ce qui fait la force de cette action. Les jeunes sont obligés de mobiliser toute leur intelligence pour vivre pleinement leur mobilité, leur intelligence professionnelle pour comprendre, s'adapter, analyser, découvrir de nouvelles organisations et de nouvelles techniques de travail, mais aussi apporter et partager leur savoir-faire avec les salariés des entreprises d'accueil. C'est l'occasion de vivre une nouvelle culture, de nouvelles habitudes, de rencontrer de nouveaux codes sociaux, de travail, une compétence essentielle pour réussir demain l'adaptation. C'est ce que tous parents que nous sommes souhaitons pour nos enfants, les voir épanouis, heureux et capables de s'adapter pour être des acteurs de la société qui contribueront à construire demain. C'est pourquoi, malgré la Covid, nous mettons tout en œuvre pour que des projets de mobilité se construisent et voient le jour. Malgré la complexité du moment, les jeunes et les équipes continuent à se motiver pour réussir leur voyage, leur stage à l'étranger. Je remercie les équipes qui accompagnent les jeunes dans leurs projets, les référents mobilité qui animent et soutiennent ces actions de mobilité dans le consortium. Je remercie également les chefs d'établissement, les présidents, les proviseurs et les directeurs pour leur volonté et leur dynamisme, pour leur confiance et leur participation au consortium,
que nous portons dans l'intérêt de tous. Les difficultés que nous surmontons ensemble s'effaceront pour ne laisser que le souvenir de tous ces jeunes et ces adultes qui reviennent transformés et enthousiastes de ces expériences que leur offre la mobilité. Je souhaite, en tant que président de la Fédération régionale des MFR de Bourgogne-Franche-Comté, de poursuivre encore longtemps notre collaboration au bénéfice des jeunes que nous formons. Merci à tous. Après ces deux introductions, nous allons à présent vous parler un peu plus de notre consortium, vous le présenter, pour peut-être donner encore plus envie à l'ensemble des lycées professionnels et également les inciter à envoyer des apprentis dans le cadre de ces mobilités, effectuer une période de formation en milieu professionnel à l'étranger. Jean-Yves ? Merci Natacha. Effectivement, le consortium est composé, on l'a bien compris, merci beaucoup monsieur le recteur, de MFR, de lycées. C'est une première en France, hein, et l'agence Erasmus d'ailleurs l'a largement souligné à de nombreuses reprises. Et ce consortium, intégrant aussi les compagnons du Tour de France de Mouchard, le CRIGE, eh bien, permet à tout ce personnel, tous ces jeunes, de pouvoir bénéficier de ces mobilités. Alors, on a des envies, bien sûr, et des projets particuliers sur les apprentis, sur ceux qui sont un petit peu plus exclus de ces dispositifs, naturellement. Donc, on va travailler à cela sur cette nouvelle accréditation. Et puis, l'objectif est bien de permettre également à de nouveaux établissements, et le consortium n'est pas fermé, bien au contraire, à de nouveaux établissements de rentrer dans le consortium, de profiter de la dynamique de ce consortium et des outils que le consortium peut également mettre à disposition. Donc c'est vraiment l'un des objectifs de pouvoir aller encore plus loin. Le consortium que nous portons est le plus important en termes de formation professionnelle dans notre région de Bourgogne-Franche-Comté. Et il ne peut que continuer de se développer malgré la situation que l'on connaît bien aujourd'hui et qui nous impose le port des masques. Donc, enseignement, formation professionnelle, oui, mais Erasmus+, c'est de la mobilité pour tous. Ce sont des partenariats stratégiques, c'est de la coopération, c'est de l'éducation à la citoyenneté européenne, mais mondiale aussi. Ce sont tous les objectifs de développement durable, également dans le cadre des EDD. Et Erasmus+, comme vous l'a annoncé, monsieur le recteur, nous allons déposer un projet de mobilité enseignement scolaire à destination de tous les jeunes et de tous les enseignants, de tous les personnels de 3 ans à 20 ans. On ne va pas faire partir des petits de 3 ans, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Mais par contre, sachez qu'ils ont la possibilité de participer via eTwinning, qui est un programme aussi intégré Erasmus+, qui permet la mise en place de partenariats électroniques entre établissements scolaires, un travail commun, et sachez que plusieurs établissements de notre région académique, dont des maternelles, dont des écoles primaires, sont investis dans ce genre de projet. Donc nous allons continuer et parler également de l'enseignement scolaire. À présent, après ces témoignages, ces introductions, il est temps de laisser la place au témoignage. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Brizard, qui a effectué une mobilité Erasmus+ Pro. Elle va vous en parler mieux que moi. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue aux Erasmus Day. Merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté de participer et de témoigner. Chère Fanny, peux-tu, s'il te plaît, te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Fanny Brizard. Je vais vous présenter un petit peu aussi mon parcours scolaire. Donc j'ai un parcours scolaire assez classique. J'ai été au collège et j'y étais encore dans l'ancienne format d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on proposait la langue allemande en première langue vivante. Donc c'est ce que j'ai choisi dû à la proximité de la région vis-à-vis du pays de l'Allemagne. Et tout de suite, je suis tombée
vraiment, on peut dire, amoureuse de cette langue. Et j'ai toujours adoré cette langue. Et puis, j'ai décidé de poursuivre mon parcours scolaire en effectuant un baccalauréat littéraire. Mais il était important pour moi de ne pas suivre les codes classiques de l'enseignement scolaire et d'effectuer une mobilité à l'étranger, mais dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'une mobilité vraiment professionnelle pour avoir une expérience. D'accord, voilà. Merci beaucoup Fanny. Alors, du coup, on a compris, tu es partie en Allemagne. Oui. Tu es partie combien de temps? Je suis partie pour 9 mois. D'accord, donc une mobilité très longue, effectivement. Oui. Hein, donc c'était une mobilité qu'on appelle Erasmus Pro, au bout du compte. C'est ça. Très bien. Alors, pourquoi en fait, on a compris un petit peu, mais on va aller un petit peu plus loin, pourquoi tu as vraiment souhaité faire ce type de mobilité longue? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Quels étaient tes objectifs au bout du compte? Alors mes objectifs, c'était vraiment d'améliorer mes connaissances linguistiques en allemand, mais je tenais vraiment à avoir une expérience professionnelle hors du cadre scolaire. J'avais vraiment envie d'avoir d'une expérience professionnelle, de travailler et d'avoir d'autres connaissances que les connaissances scolaires. D'accord, très bien. Alors, donc tu as eu ce projet-là, et au bout du compte, tu as contacté qui pour pouvoir réaliser au bout du compte cette mobilité? Alors, au départ, je me suis renseignée à la Maison de l'Europe à Besançon, ici même. Et puis, la Maison de l'Europe m'a redirigée vers le CRIJ de Besançon, qui, tout au long de la construction de mon projet, m'a accompagnée afin de réaliser mon projet. Excellent, hein, très bien. Et donc, ça a pu se concrétiser. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton stage, ce qui s'est passé dans l'entreprise? Comment ça s'est passé au bout du compte? Alors, au départ, c'était un petit peu compliqué, étant donné la barrière de la langue. Je n'avais pas toutes les connaissances acquises aujourd'hui. Donc, il faut savoir en plus que c'était une grande entreprise. Donc, j'ai travaillé dans une crèche et cette entreprise avait 13 crèches dans le canton de Freiburg im Breisgau, là où j'ai effectué ma mobilité. Et la boîte a été fondée en 1996 et en 24 ans, c'était la première fois qu'ils accueillaient une Française dans le cadre de l'apprentissage d'une langue et de l'apprentissage du métier d'éducateur. Donc voilà. D'accord. Donc, il faut souhaiter que ça ne soit pas la dernière, en fait. Hein, c'est ça. Manifestement, tu as fait une bonne impression. Hein. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu retires, en fait, au bout du compte, de cette expérience de mobilité de 9 mois en Allemagne, à Fribourg? Alors, au départ, c'était assez compliqué du fait de la barrière de la langue, mais il faut vraiment pas désespérer. C'est quelque chose qui vient avec le temps, hein, quelque part. Il faut un petit peu de temps pour s'adapter. C'est une vie totalement inconnue, hein, c'est aussi un autre pays, une autre culture. Mais je dirais qu'il ne faut pas désespérer, il faut s'investir. Et les personnes avec qui j'ai été, donc mes collègues, ont été des personnes très très humaines. Et ce qui m'a permis vraiment d'améliorer mes connaissances linguistiques, mais pas que. J'ai appris énormément de choses concernant le métier d'éducateur, et c'est un enrichissement qui restera à vie pour moi. D'accord, hein, très bien, merci. Et là, du coup, à l'issue de cette mobilité qui a eu lieu du coup l'année dernière, tu fais quoi actuellement? Alors, actuellement, j'ai repris mes études dans une licence LLCER en allemand, donc en langue allemande et en littérature. Et cette mobilité m'a vraiment permis aujourd'hui d'avoir un très bon niveau, si je puis dire, afin d'accéder à cette première année d'études supérieures. Excellent. Donc voilà, hein, qu'on comprenne bien, au bout du compte, ce projet de mobilité que tu as fait n'a pas été un frein, et bien au contraire pour pouvoir poursuivre des études après. Et ça, c'est très bien. Bien au contraire, oui. Bien au contraire. Alors, qu'est-ce que tu dirais maintenant à des jeunes qui pourraient être tentés par ce type de projet, mais qui peuvent hésiter? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme motivation, comme argument? L'argument que je donnerais principalement, c'est vraiment l'enrichissement et les
les capacités qu'on peut acquérir durant une année à l'étranger. Et je trouve tellement important de quelque part casser les codes de l'apprentissage classique. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais l'école de la vie, finalement, c'est le travail, c'est l'expérience. Et ça, c'est un des arguments phares que je peux donner. C'est pour moi très important. Très bien. Ben, écoute, on te remercie vraiment beaucoup, Fanny, de t'être prêtée à ce jeu de témoignage, mais on a compris toute ta conviction et ton intérêt pour bien ce que tu as vécu, tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Fanny. Vielen Dank, Fanny. Jetzt auf Deutsch vielleicht? Ja, Ja, man warum kann ein nicht? bisschen sprechen. Für alle? Or we can do it in English too, if you want. Wie bitte? Ich habe das nicht gehört. Oh, okay. Bon, nous continuons. Nous restons en Allemagne. Nous restons en Allemagne et après Fanny, nous allons écouter les témoignages de Raphaël Braque et Maxence Noir qui sont en section restauration au lycée Mandela, lycée des métiers de la plasturgie, hygiène, propreté et des services d'Audincourt. Raphaël et Maxence ont effectué leur stage dans un hôtel Windenreuter Hof des Mendingen en Allemagne. Ce stage a duré 4 semaines en cuisine et malgré le contexte sanitaire, cette mobilité a pu être réalisée. Je m'appelle Maxence, j'ai 17 ans, je suis actuellement au lycée Nelson Mandela en bac pro cuisine, hôtellerie-restauration et je suis en stage en Allemagne grâce à Erasmus+, que je remercie. J'ai choisi de faire le stage à l'étranger pour pouvoir approfondir mon étude de langue ainsi que pouvoir développer ma culture personnelle et générale sur le pays et en apprendre davantage. L'état d'esprit avant de partir en Allemagne, j'étais plutôt serein et j'étais plutôt motivé à l'idée d'y aller, car ça me donne envie d'apprendre, de voir autre chose que la France. Cette mobilité d'un point de vue personnel, elle m'apporte déjà de pouvoir approfondir la langue allemande, ainsi que déjà aussi développer ma culture, que ce soit générale. Et puis apprendre beaucoup de choses en Allemagne. Cette mobilité m'apporte plus de confiance en moi, j'essaie d'avoir plus de confiance en moi, d'être plus serein, ainsi que développer ma culture générale. Alors cette mobilité, elle me fait voir que déjà la culture n'est pas la même qu'en France, que ce soit déjà au petit déjeuner, il y a déjà beaucoup plus de présentations, de mets. L'intérêt d'étudier à l'étranger une langue étrangère en Allemagne, d'autant plus, c'est de pouvoir améliorer déjà pour mon projet personnel, de déboucher sur le domaine sportif et pouvoir, si ça me le permet, d'étudier en Allemagne. Je m'appelle Raphaël Braque, je suis en section hôtelière au lycée Nelson Mandela. Et j'effectue un stage en Allemagne grâce à Erasmus et les professeurs du Nelson Mandela. J'ai fait le choix de partir en stage à l'étranger pour des raisons personnelles qui sont de diminuer la timidité et de pouvoir découvrir aussi un pays étranger et des nouvelles langues et une culture différente. Et au niveau professionnel, c'est d'améliorer, on va dire, mes études et pour le BTS par exemple, d'avoir plus de chances de partir là-bas et plus de chances de trouver un emploi. Avant le départ en Allemagne, j'étais assez serein, étant donné que c'est mon second stage en Allemagne, et j'étais aussi déterminé à le faire. D'un point de vue personnel, cette mobilité m'a permis de découvrir donc la langue allemande et puis aussi l'anglais en cuisine. J'ai découvert aussi que c'est très important de savoir parler différentes langues dans le métier de la cuisine. Cette mobilité professionnelle m'a permis au niveau de découvrir donc la langue, mais aussi de pouvoir avoir un CV, on va dire, assez bien. Et au niveau professionnel, ça m'a permis de découvrir comment les Allemands cuisinaient d'une manière très structurée et organisée. J'ai découvert en Allemagne que c'est un très bon pays, où les gens sont aimables et où la cuisine est, comment dire, embellie, on va dire. Le fait d'apprendre une langue étrangère est très utile dans la cuisine. Ça peut être voyager, dont j'aimerais faire partie, dont j'aimerais voyager à l'étranger plus tard. Étant donné, comme je viens de dire, que j'aimerais voyager à l'étranger, cette mobilité me permet de réaliser un peu mon projet
mon projet professionnel est donc de faire un BTS et d'étudier et cuisiner après à l'étranger dans de nombreux pays. Voilà, après ce témoignage de ces deux lycéens, on va passer à un témoignage de la MFR de Mazie, donc sur deux groupes, du Bac Pro Conduite et Gestion de l'exploitation agricole, et également un groupe sur du technicien conseil vente en alimentaire. Il y avait en tout 23 élèves qui sont partis en direction de la Pologne pour 3 semaines. On va écouter ces témoignages. Personnellement, je pars dans l'optique d'apprendre une langue, enfin d'améliorer mon anglais. Personnellement, l'avion, ça me fait pas peur. Ensuite, je pense que ça va être une bonne expérience parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. En gros, moi, ce que j'attends de la Pologne, c'est, je sais pas, de découvrir un autre pays, améliorer ma langue en anglais, pouvoir travailler, avoir de l'expérience. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la peur de l'avion et puis la langue. Bon, moi, je suis un peu stressé de prendre l'avion parce que j'ai jamais pris. Alors moi, j'ai pas du tout peur parce que je suis déjà partie en Irlande, donc du coup, je sais déjà comment ça se passe l'avion. Moi, je veux aller là-bas pour découvrir un autre pays. Je suis confiant du fait que les terminales m'ont déjà expliqué ce qu'ils avaient fait. Et puis savoir être un petit peu autonome parce que pendant un mois, on va être 3 semaines, un mois, on va être sans parents, sans rien. Du coup, ça va nous permettre de se gérer et puis d'apprendre mieux déjà à se connaître nous-mêmes comme on est quand on est seul. Ça va améliorer nos compétences à l'anglais. Je ne stresse pas à l'avion, mais je l'ai jamais pris, donc... Moi, ce que j'attends de la Pologne, c'est pouvoir découvrir un autre univers de travail que celui de la France et améliorer mes capacités d'anglais. Par contre, je suis content de partir en Pologne car j'ai jamais été dans d'autres pays et puis j'ai bien envie de découvrir d'autres matériels et tout dans l'exploitation. Et pour moi, j'ai quand même un peu peur de prendre l'avion parce que je l'ai jamais pris. Et puis améliorer l'anglais. Parce que ça va être une expérience vachement enrichissante. Le stage, ça va permettre de découvrir d'autres cultures, d'autres... Moi, je m'inquiète pas pour moi, tout ce qui est logement et tout, je m'inquiète pour lui, il sait même pas faire un plat de pâtes. Ça va pas être les mêmes horaires, rien que pour manger, on va découvrir aussi une nouvelle nourriture. De mieux parler anglais aussi. Savoir se débrouiller seul. Parler polonais, ça va être un peu difficile, je pense. Et puis mon appréhension, c'est aussi l'avion et puis voir comment aussi je me débrouille en appart. Première fois que je vais travailler avec les chevaux, c'est la première fois que je vais prendre l'avion. Aller au travail tout seul, faire à manger, faire les machines, le ménage. Ouais. Globalement, expérience très positive avec les stagiaires. Bien que la communication soit pas forcément facile avec les ouvriers, sachant que rien n'est pas un peu polonais, donc il faut quand même trouver des solutions pour comprendre les consignes et s'intégrer dans la journée de travail en participant aux tâches et en effectuant ce qu'on leur demandait. Au niveau du sérieux et de l'assiduité, donc c'est également très très positif. On voit déjà, je pense que c'est assez clair qu'ils sont déjà dans le milieu professionnel, en tout cas en alternance, parce qu'il y a des réflexes qui sont là, de bien comprendre les consignes, de se poser la question quand il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises. Il y a beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, encore certaines choses à améliorer, mais globalement, très bonne expérience. L'avenir s'ouvre à eux s'ils continuent à être aussi sérieux dans le monde professionnel. Au départ, prendre l'avion, on stressait un peu, mais j'ai bien aimé. Le stage, c'était compliqué au niveau de la langue. Et la ville, j'ai adoré parce que c'est pas des villes comme chez nous. Moi, j'ai pas du tout stressé pour l'avion, ça s'est bien passé. La ville, c'est magnifique, j'ai adoré, il y avait le grand parc. Il y a les tramways, c'est pratique quand on veut se déplacer. Et le stage, c'était très bien, l'anglais, ça a été. On a eu quelques problèmes au niveau de l'avion et tout, le retard et tout. La professeure nous a montré les appartements des garçons et des filles. Donc ensuite, elle nous a donné l'argent. Après ça, il a fallu faire les courses. C'était une galère. Pour la monnaie et tout, au début, on savait pas trop comment s'y prendre.
C'était une bonne expérience. On a réussi à se gérer au niveau de la nourriture, la cuisine, les visites, l'argent. Moi j'ai bien aimé parce que les maîtres de stage ils étaient super cool et puis accueillants et souriants. Et si c'était à refaire, je le referais. Moi j'ai trouvé que c'était trop court, surtout en stage, parce qu'au bout de 3 semaines, on commence juste à connaître un peu l'exploitation qu'il faut dire par là. Et j'y retournerai certainement dans 2-3 ans. Parce que ça m'a permis d'améliorer mon anglais, d'être autonome. C'était intéressant par rapport pour notre autonomie, pour apprendre à se débrouiller. Et si je devais retourner dans un autre pays ou autre, j'hésiterais pas du tout et j'avais pas vraiment envie de rentrer. Parce que la famille nous a très vite acceptés, elle su nous mettre dans l'ambiance. Mais mon seul regret, c'est d'être pas resté assez longtemps avec la famille. J'aurais bien voulu rester 1, 2, 3 semaines, voire plus avec la famille. J'avais jamais été en Pologne, j'avais jamais pris l'avion, mais ça m'a pas fait trop peur. Et j'ai adoré la famille car ils étaient super sympas, on rigolait bien. Et puis la conversation, ils parlaient anglais, les enfants, donc c'était génial. Moi j'ai bien aimé le voyage en Erasmus, ça m'a permis d'évoluer dans mon anglais, aussi de découvrir d'autres méthodes de travail dans un autre pays, et puis de pouvoir apprendre à être en autonomie et de pouvoir faire à manger sans demander aux autres. Pour prendre le tram au début j'avais peur parce que je savais pas quelle ligne prendre. Du coup maintenant c'était super simple, c'était juste en bas de l'appart. Ma patronne elle parlait français, du coup c'était facile pour moi. Et après la vie commune c'était parfois compliqué parce qu'on était tout le temps les uns sur les autres, mais ça a été. Et voilà. Et après la Pologne, si on partait en Espagne, Jean-Yves, qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est intéressant. Ça vous dirait l'Espagne ? Donc on va partir en Espagne avec le lycée Ferdinand Fillot de Saint-Amour. Et on va découvrir le témoignage de Max Olivier, qui, lors de son départ, était élève en bac pro technicien en chaudronnerie industrielle. Grâce au consortium, nous avons pu trouver un partenaire dans la région partenaire de la région académique des Asturies, à Rijon. Il s'agit de l'Institut professionnel Revillagigeto, donc de Rijon, qui a trouvé des lieux de stage pour les jeunes du lycée Fillot, qui ont pu, à peu près entre 15 et 20 jeunes, effectuer un stage en Espagne. Bonjour, je m'appelle Max Olivier. J'ai effectué un stage avec Erasmus+ en Espagne, dans la région de Gijón, d'une durée de 2 mois lors de ma terminale bac pro. Donc j'ai choisi d'effectuer un stage à l'étranger car ça m'offrait une nouvelle expérience que je n'avais jamais découverte. J'avais l'occasion de découvrir une nouvelle langue, l'espagnol, que j'ai peu pratiqué, de voir aussi une nouvelle culture et de voir comment les habitants se comportent dans un autre pays. J'ai pu aussi découvrir une nouvelle façon de travailler qui n'est pas du tout la même qu'en France. C'est pour cela que j'ai eu envie de partir en Espagne. Ceci me permettra aussi dans l'avenir d'avoir vécu ça, c'est du bien, du bénéfice. Alors maintenant, on va partir dans un autre pays. Tu n'as pas proposé l'Espagne, on va partir en Irlande, pourquoi pas. Oui, d'accord. Et dans des lieux de stage particuliers, puisqu'il s'agit de ranch. Voilà, on va voir des chevaux. Pour les élèves de la MFR d'Étang sur Arroux, ils ont emmené une vingtaine d'élèves dans des exploitations avec des chevaux. Pour les bacs pro, donc gestion de l'entreprise hippique. Direction l'Irlande. We have been taking students from France for the past 6 years, and we find them very satisfactory. They've all been pleasant girls. When the students arrive with us, they're always well dressed. They always come with their proper gear, and they're all ready to work. And they blend in well with the staff we have already in the yard, and they make friends. Yeah, we've always had a great experience with them. When they come over, they're well educated to the task that they have to do, which is with the horses. I find them to be very friendly. They're very hard-working, yeah. Au début, je me suis sentie un peu mal à l'aise, comme on ne connaît pas vraiment la structure, on a un peu du mal à parler anglais. Mais au fur et à mesure, on a pris nos marques et ça s'est super bien passé, ils sont super gentils avec nous.
Je me suis sentie un peu perdue parce que je comprenais absolument rien. Je comprenais pas parce que en Irlande, l'accent il est vraiment accentué. Alors du coup, moi j'étais un peu paumée. Je me suis dit je vais jamais y arriver, je vais pas arriver à les comprendre. Du coup, j'ai vraiment eu très très peur, mais au final, je me suis rendu compte que ça allait tout seul. J'arrivais à comprendre, j'arrivais à parler et au fur et à mesure des jours, je parlais naturellement. Yeah, I think the first day they're obviously very quiet and very shy. It takes them a day or two to get into the routine of it, but I mean, once they get into the routine of working every day with the horses, they've no problems. So by the end of the 3 weeks, they know what to do, they're willing to do it, and they work very hard. Yeah. Nick and Ben, you come with me. Yes, 1 minute. Like You're power washing? Yeah. Okay. Yeah. And will you skip out? Yeah. Okay. En arrivant en Irlande, on s'est rendu compte c'était quand même nettement différent, même en arrivant ici, que la façon de faire et nos façons de travailler étaient totalement différentes. On l'a vu dès le départ, quand on a vu qu'ils mettaient les chevaux directement scellés aux marcheurs ou qu'ils les laissaient dans les box scellés, même pour le transport. Déjà, par exemple, en France, un maréchal ne va pas ferrer son cheval dans un box, il va le faire dans une douche ou autre part. Non, ici, ils le font tous dans le box. J'avais jamais travaillé dans une aussi grosse structure, sachant que le propriétaire est milliardaire, c'est des belles installations. Il y a plusieurs choses, par exemple, on a une piscine pour les chevaux, que j'avais jamais vue en réel, en vrai. Le travail avec les chevaux est vraiment très très différent par rapport en France. Nous, en France, on chouchoute beaucoup plus nos chevaux qu'ici. Ici, c'est un peu plus compliqué. Ils font pas les mêmes gestes que nous on fait avec les nôtres. Notre maître de stage, elle nous a quand même très bien accueillis. C'est vraiment très bien passé. Au début, les autres personnes, on les trouvait froides et distantes, mais en fait, pas du tout. On s'entend très bien avec tout le monde. Et là, ça se passe très bien. Mon expérience de stage, c'est que c'était une très très bonne écurie de CSO. Donc j'ai rencontré, on peut dire, des stars de l'Irlande. Que c'est pas un rêve, mais c'est quelque chose qu'on pourrait bien aimer, rencontrer des personnes comme ça en France. Donc Miguel, il est avec son écurie à Dubaï, il est en collaboration avec le prince. Donc c'est juste incroyable, ils ont des chevaux magnifiques et on a eu la chance de monter ces chevaux. Parce que les chevaux voyagent souvent de pays en pays vu qu'ils font des concours un peu partout dans le monde. Ils voyagent en avion, sûrement en bateau. Donc c'est tout un monde magnifique. Ce qui est différent en dehors du travail avec les chevaux, c'est qu'on est logé à l'hôtel. Donc du coup, on est obligé d'être autonome, on gère notre budget pour la nourriture. On faisait des menus établis pour la semaine, comme ça au moins pour les courses. Et puis à la fin des 3 semaines, on a fait, on s'est fait un peu plaisir, et on est allé au McDo et tout. C'est à nous de nous faire à manger, à laver nos affaires. Je dois faire tous les matins mon lit. Je dois faire à manger, nettoyer l'appartement, tout ce que fait ma mère d'habitude. Mais c'est plutôt cool. Alors mon expérience en Irlande, elle a été juste incroyable. Elle m'a vraiment permis de découvrir ce que c'était que voyager et de découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres mondes, d'autres personnes. Voir une autre façon de travailler par rapport à nous et nos habitudes et surtout progresser au niveau de la langue, ça nous permet d'avoir une expérience professionnelle différente de celle qu'on peut avoir. C'était trop bien. Franchement, c'est le meilleur voyage que j'ai fait de toute ma vie. J'ai fait des super rencontres, il y avait des filles qui étaient pareilles en voyage Erasmus. C'était top. J'ai monté à cheval, donc franchement c'était top. Je pense qu'on aura grandi. Nous, on aura grandi. Parce que moi, c'est ma maman qui me faisait à manger. Du coup, voilà, ça va changer. Oui, puis aussi, au niveau de la langue, on a quand même progressé en anglais, on a appris des nouveaux mots. Et la langue aussi. L'apprentissage de la langue qui nous aide beaucoup.
I think, as I say, all the students that have come through here with us, I mean, they've all been very good and all great. We've had no bad experiences with them. They've all worked very hard and they've enjoyed their stay with us. They obviously stay here in the house with us, so it's more like a family than a working environment, and they get on well with our own children here, and we enjoy having them here. Yeah, enjoy having them here. Très bien. Après ces témoignages vidéo, nous avons le plaisir d'accueillir Alison Frandemiche avec nous. Chère Alison, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Bonjour, donc Alison Frandemiche. Je suis maintenant chargée de mission sur le pôle international à la Fédération régionale des MFR de Bourgogne-Franche-Comté. Donc je travaille avec Monsieur Métain sur les projets à l'international, dont le consortium Erasmus+. Mais avant, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à la Fédération régionale des MFR? Alors pour remonter un peu dans mon parcours, j'ai aussi effectué un stage Erasmus+, en université pendant 1 an, donc qui m'a permis de suivre des cours en Pologne, à Łódź précisément, et ça m'a permis d'apprendre l'anglais couramment et aussi de m'ouvrir culturellement et de voyager. Donc j'en ai profité pour travailler, pour pouvoir me payer différents voyages. Alors quand tu dis tu es parti en Erasmus+, en Pologne, tu es parti dans une université, quel était ton emploi du temps de l'étudiant type Erasmus+, en Pologne? Plutôt cool. C'est-à-dire que c'est vraiment un système éducatif différent qu'en France. Ce sont des cours à la carte. Donc on s'inscrit sur une formation et on choisit les cours qu'on voudrait suivre en anglais. L'idée étant d'avoir au moins 30 ECTS, donc les points pour valider le diplôme. Très bien. Donc ça, c'est au niveau du diplôme, au niveau des cours. Mais sinon, la vie Erasmus+, d'une étudiante en Pologne, c'était comment? Où habitais-tu? Est-ce que tu as rencontré d'autres étudiants? Explique-nous un peu tout ça. Alors, il faut savoir que la ville où j'étais, Łódź, c'était quand même une plateforme Erasmus. Il y avait énormément d'étudiants en université. Donc, on passait beaucoup de temps ensemble. Ça nous permettait d'apprendre l'anglais très rapidement. Je pense que la plupart des nationalités étaient représentées, notamment la Chine, la Turquie, qui étaient très présents. Et puis, après, beaucoup d'Européens. La vie, c'était beaucoup de soirées. Ça en fait partie. Aussi, mais on en profitait aussi pour voyager ensemble le week-end. Donc je pense que ça crée beaucoup de liens sociaux et une ouverture culturelle très forte, puisqu'en fait on rencontre de tout le monde. D'accord. Quand tu nous dis tu en as profité pour travailler, tu as travaillé en Pologne, je ne comprends plus. Tu étais étudiant, tu as travaillé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, vu que les emplois du temps ne sont pas tant chargés que ça et qu'il y a beaucoup de travail en autonomie à la maison, ça laisse aussi du temps pour d'autres activités et autres que le voyage, aussi du temps pour travailler. Sachant qu'en Pologne, en fait, ils travaillent beaucoup avec les étudiants, donc il y a des entreprises qui ont des emplois du temps aménagés et qui permettent de travailler soit tôt le matin, soit tard le soir et de suivre les cours en même temps. Et tu as travaillé dans quel organisme? Alors moi, c'était une plateforme rentalcars.com, donc de la location de voitures en ligne. En anglais et en français, en fait, c'était une plateforme téléphonique où on pouvait travailler sur différents postes au niveau des langues. Et donc voilà, j'ai pu pratiquer aussi l'anglais au travail. Très bien. Et suite à ton année Erasmus+, qu'as-tu fait? Alors en fait, cette expérience à l'étranger, elle m'a permis d'accéder à de nouvelles opportunités, notamment d'être recrutée dans ma licence professionnelle qui était orientée sur l'interculturel et de trouver un apprentissage au rectorat de Besançon au service des relations internationales que je remercie. Et donc cette expérience-là m'a aussi donné d'autres opportunités pour faire le travail que je fais aujourd'hui. Je te remercie Alison. Donc on voit ce parcours Erasmus+. Et aujourd'hui, tu nous dis qu'à la Fédération régionale des MFR de Bourgogne-Franche-Comté, tu t'occupes et tu travailles au niveau du pôle européen international. En quoi consiste ton travail? Alors, chargé de mission, c'est un travail très polyvalent. L'idée étant de monter et de gérer des projets à l'international, notamment le programme Erasmus, dans le cadre du consortium, mais pas que. On a aussi d'autres programmes Erasmus, notamment sur le lien intergénérationnel avec la nouvelle génération Z, et puis aussi d'autres
programmes européens qui nous permettent de développer des séquences pédagogiques avec les jeunes autour des objectifs du développement durable et d'adapter les programmes pédagogiques sur ces objectifs-là. Merci Alison. Donc est-ce qu'on peut dire qu'Erasmus+, t'a quand même ouvert l'esprit, t'a donné envie de travailler à l'ouverture européenne et internationale? Complètement. Et m'a ouvert les portes pour faire un métier que j'aime. Très bien. Merci beaucoup Alison. Merci à vous. Merci. Alors maintenant nous allons accueillir et passer à une autre étape de notre matinée. Sur la table ronde. Donc une table ronde qui a pour thème pourquoi s'investir plus dans des projets de mobilité. Alors on accueille nos invités. Merci beaucoup de vous prêter à cette table ronde, à ces témoignages que vous allez nous donner. Alors nous allons commencer, donc merci à tous, avec Monsieur Julien Péat. Monsieur Julien Péat, qui est directeur de la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Julien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et présenter votre organisme? Oui, donc je dirige l'établissement public Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, qui a été créé par le Conseil régional il y a presque 3 ans. Dans l'objectif d'assurer en fait la gouvernance des centres d'information et de ressources sur les questions européennes qui préexistaient avant la fusion de nos régions, donc à Besançon et à Dijon. Donc c'est un mode de gouvernance unique en France pour 2 raisons. D'abord parce que nous sommes un établissement public et c'est la seule maison de l'Europe de France qui a cette forme juridique. Et deuxième particularité, c'est que nous avons un maillage territorial qui est régional. D'habitude, ailleurs, nos collègues des centres d'information de ressources agissent au niveau local, voire au niveau départemental, mais une région qui est aussi investie sur les questions européennes, c'est quelque chose d'assez nouveau, je dirais, en tout cas à cette échelle. Donc nous développons des missions et des services qui sont en phase avec les attentes des institutions européennes, puisque nous sommes labellisés au sein d'un réseau qui est le réseau Europe Direct. Donc il y a 50 centres d'information en France, dont 2 en Bourgogne-Franche-Comté, et un peu plus de 400 dans les 27 États membres de l'Union. Donc l'objectif de ce réseau, c'est d'être ce maillon entre les institutions et le niveau local, sachant qu'il existe des réseaux spécialisés pour le montage de projets, notamment pour les entreprises, dans le domaine de la valorisation de la recherche. Il y a aussi le réseau des développeurs Erasmus, mais nous, on est vraiment cette porte d'entrée très grand public, très pédagogique, pour informer, former sur ces questions européennes et d'essayer en fait de diversifier nos publics, donc pas forcément uniquement dans le cadre de l'éducation et de la formation, mais d'essayer d'expliquer, de valoriser l'action de l'Union européenne dans le quotidien en fait de la vie des Français et des Bourguignons franc-comtois. Merci Julien. Erasmus+, c'est le programme phare de l'Union européenne. Il continue à se développer malgré la crise. Dites-nous un peu, que fait l'Union européenne pour les jeunes et la formation ? Alors effectivement, on dit toujours que c'est un programme phare, un programme un peu symbolique de l'action de l'Union européenne. Une étude d'opinion qui a été réalisée il y a 2-3 ans montrait qu'Erasmus arrivait en 3e position parmi les plus grandes réalisations de l'Union européenne, après la paix et l'euro. C'est vrai que c'est typique en fait d'une génération, même de plusieurs générations maintenant, parce que le programme fêtera dans 2 ans ses 35 ans. Alors c'est le programme phare, je dirais oui et non, parce que si on regarde en termes budgétaires, Erasmus, ça reste une toute petite goutte d'eau dans le budget européen. Le prochain programme pèsera 35 milliards d'euros sur un total de 1000 milliards pour la période 2021-2027. Donc on peut se dire que c'est peu finalement, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est énorme dans le sens où ce programme voit son budget doubler par rapport à la période précédente. Donc ça montre aussi l'attachement des institutions, Commission, Parlement, Conseil, pour ce programme qui est celui qui forge en fait la citoyenneté européenne. Erasmus, c'est un acronyme anglais, mais tout le monde l'a bien compris, ça correspond aussi au nom d'Erasme, ce philosophe, ce penseur, qui symbolise à la fois l'humanisme et l'idée que les voyages vont former la personne. Et ça, c'est évidemment essentiel. Les jeunes sont au cœur de cette citoyenneté européenne, et j'aime toujours rappeler que quand le programme a été créé en 1987, on a du mal à le concevoir aujourd'hui, mais le mur de Berlin était toujours là, l'Union européenne n'existait pas, l'euro n'existait pas,
l'espace Schengen avait quelques mois d'existence et il était cantonné à 5 pays dans des conditions très particulières de mobilité des travailleurs. Donc, il a été précurseur en quelque sorte de cette ouverture et de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Symbole d'une citoyenneté qui était en construction, en devenir, et qui aujourd'hui reste encore à préciser, dont les contours évidemment ne sont pas figés. La citoyenneté européenne, c'est une citoyenneté de superposition, comme ça qu'on dit en termes juridiques. Donc on a sa citoyenneté, sa nationalité, mais comme disait monsieur le recteur en ouverture, effectivement, ça reste quelque chose qu'on doit construire, qu'on doit forger. La construction européenne, elle a été politique, réglementaire, économique, elle devient beaucoup plus sociale, beaucoup plus participative, et puis il y a tous les enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Je dirais qu'en soutenant Erasmus, en soutenant la mobilité des jeunes individuels, une mobilité de groupe, en soutenant aussi les projets, et pas seulement les jeunes, il faut aussi qu'on se dise bien qu'aujourd'hui Erasmus ne concerne pas que les jeunes au sens des réseaux info jeunesse ou même des programmes, c'est-à-dire jusqu'à 30-35 ans, mais aujourd'hui c'est très ouvert. Il y a même des personnes de plus de 80 ans qui font Erasmus. Donc ce soutien, il est massif dans ce domaine-là des projets des jeunes. Il l'est aussi parce que on l'oublie, mais Erasmus, ça reste la mobilité étudiante au départ et ça a accompagné la création d'un espace européen dès l'enseignement supérieur, les crédits ECTS, la témoin précédente en parlait de ces crédits, la valorisation des diplômes, le fait de pouvoir trouver plus facilement un emploi, évidemment parce que les parcours sont similaires. Donc c'est tout cet ensemble qui tend aussi à développer en matière de politique d'emploi. On ne dit pas assez souvent que la garantie jeune en France est issue de l'initiative européenne pour la jeunesse, le fait de ne laisser personne sur le bord de la route. Donc voilà, une approche très horizontale qui n'est pas seulement celle de l'enseignement supérieur, des étudiants qui sont déjà très à l'aise en langue, ou qui ont déjà des moyens à la fois culturels et financiers de partir. C'est vraiment une approche très très horizontale. C'est comme ça aussi qu'Erasmus+ a été conçu, pour vraiment offrir des opportunités dans tous les domaines de l'éducation, de la formation et des acteurs qui gravitent autour de ces thèmes. Julien, Erasmus+, vous l'avez dit, contribue à la construction des jeunes citoyens de demain, de la maternelle à l'université et au-delà. Comment cela se traduit-il en particulier chez les jeunes de 18 à 25 ans, notamment autour de toutes les démarches participatives? Les élections européennes de 2019 ont été les premières depuis 25 ans où on a observé un taux de participation plus important. C'est-à-dire que ça allait décrescendo d'année en année, enfin tous les 5 ans. Et là, un rebond l'année dernière, salutaire évidemment, et en tout cas pour nous, c'était un ouf de soulagement. Mais à quoi est-ce qu'on doit ce regain de participation? Justement, à une participation beaucoup plus importante, mais nettement plus importante, des jeunes, donc de 18 à 30 ans, ou même à partir de 16 ans, puisque les Autrichiens votent aux européennes à partir de 16 ans, ce qui est d'ailleurs une initiative assez intéressante. Depuis plusieurs années maintenant, l'Autriche avait fait le choix de permettre aux jeunes, à partir de 16 ans, de voter aux élections européennes. Pas aux autres élections, locales ou nationales, mais aux élections européennes. Et je pense que c'est une initiative intéressante. Donc on voit que c'est une génération qui a envie de s'engager. Et on le voit sur des questions climatiques, sur d'autres enjeux sociaux, etc., de faire ce choix de dire notre voix compte et on veut la faire porter. Bon, Greta Thunberg est un exemple et beaucoup de jeunes s'inspirent aussi de cet exemple-là, utilisent à bon escient les réseaux sociaux, etc. Donc je crois qu'on a là quelque chose d'évidemment essentiel et sur lequel on doit capitaliser, c'est comment faire en sorte que ces jeunes qui ont envie de s'investir, de faire entendre leur voix, puissent le faire aussi en allant ailleurs. On l'a vu dans très beaux reportages précédents, en se confrontant à d'autres codes culturels, à d'autres habitudes, à d'autres personnes, à d'autres générations aussi, c'est essentiel. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra faire avancer à la fois la participation aux échéances électorales, la participation à la construction politique, quelle qu'elle soit, à tous les niveaux. Et je pense notamment que le prochain programme Erasmus+, devrait, en tout cas dans ses premières années, intégrer la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a été voulue par la présidente von der Leyen, qui s'inspire des consultations citoyennes qui avaient eu lieu en France en 2018, pour aller vers une autre organisation de l'Union européenne. Pourquoi pas un nouveau traité, pourquoi pas de nouvelles compétences, de nouveaux moyens, mais je crois qu'il faut cette appropriation
Et à l'intérieur du programme Erasmus+, de tous les projets, quels qu'ils soient, de mobilité individuelle ou de partenariat stratégique, il faut avoir cette idée de construire l'Europe telle que nous la voulons, telle que les citoyens la veulent. Voilà, le 21e siècle est déjà pas mal entamé. Je crois qu'il faut un nouvel espace, un nouvel élan. Kennedy parlait d'une nouvelle frontière dans les années 60. Je crois qu'il est temps d'une nouvelle frontière européenne aussi à construire. Merci Julien. Vous avez également été un étudiant Erasmus+, me semble-t-il. Alors j'ai passé mon année de licence, à l'époque on disait licence, donc licence 3 aujourd'hui, au Royaume-Uni. C'était en 2003-2004. Et ensuite vous êtes revenu et vous êtes devenu président d'ESN. ESN. Pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? Effectivement, quand je suis revenu, je me suis dit, je vais terminer mon expérience dans une ville que je ne connais pas, dans un pays que je ne connaissais pas, et j'avais le sentiment qu'on n'était pas forcément très bien intégré. Je n'ai pas dit très bien accueilli, mais pas forcément très bien intégré. C'est-à-dire qu'on nous considérait un peu comme un groupe un peu à part, voilà, les Erasmus, on avait des cours spéciaux, on n'était pas toujours mélangé avec les autres, et puis d'un point de vue d'intégration sociale, culturelle, bon, on devait un petit peu se débrouiller. Mais je me suis dit finalement, ce que je suis en train de vivre, d'autres le vivent, l'ont vécu, et le vivent à Besançon aussi. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour améliorer ça? Et je n'étais pas le seul à le penser, donc on a une petite équipe à œuvrer pour l'accueil administratif au départ des étudiants internationaux qui arrivaient à l'Université de Franche-Comté. Et on était tous d'accord sur ce constat et sur l'envie, l'idée de créer une structure, en tout cas d'avoir un espace où on pourrait favoriser les échanges culturels, linguistiques avec ces nouveaux étudiants. On avait aussi envie de prolonger l'aventure. Et je crois que c'est ça aussi qui est difficile quand on a fait Erasmus, quand on revient, c'est de savoir par quel morceau on commence à témoigner. Ça, c'est toujours. Alors, c'était comment? Les questions de la famille, les questions des amis. On ne sait jamais par quel bout commencer, en fait. Tellement de choses qui se mélangent dans la tête. Donc, on a créé une première association, l'association des étudiants internationaux de Besançon. On a créé nos premières activités. Voilà, c'est monté crescendo et c'est allé assez vite finalement. Et on a rejoint le réseau des étudiants Erasmus, donc ESN, Erasmus Student Network au niveau européen, qui était déjà un réseau européen très bien structuré, qui est aujourd'hui la première organisation de jeunesse en Europe. C'est-à-dire 42 pays, donc au-delà des frontières de l'Union européenne, 537 villes, dont 37 en France, et un réseau qui est très très bien structuré. Donc l'association a mûri, grandi, a beaucoup œuvré pour la fédération nationale aussi, et continue de faire sa raison d'être, mieux intégrer les étudiants internationaux par des visites, par des clubs cuisine, par du tandem, par le fait de parrainer les étudiants quand ils arrivent, essayer de les sortir de leur vie quotidienne, universitaire, de campus, et de faire en sorte qu'ils soient des citoyens investis dans leur ville, dans leur région, et surtout de faire le lien avec la vie à l'extérieur. Ça, c'est très très important, parce que ce n'est pas une parenthèse. Ça ne doit pas être qu'une parenthèse, Erasmus. Le slogan européen, c'est de dire Erasmus change les vies, ouvre les esprits. Je crois que c'est ce créneau-là, c'est être un accélérateur d'opportunités, d'émotions. On vit en fait un condensé de plein de choses, et ça a été très bien dit encore, à tous les niveaux, que ce soit une mobilité étudiante, un stage court, un stage long. Il y a quelque chose qui se passe, on ne revient pas indemne d'une expérience Erasmus. Et ces associations, ESN notamment, permettent ça aussi, de faciliter la vie de ces étudiants et de leur offrir pas seulement une expérience universitaire. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Nous passons la parole maintenant à Delphine. Bonjour. À Delphine. Alors, Delphine, vous faites partie du CRIJ. Alors, c'est quoi le CRIJ ? Le CRIJ, donc, c'est le Centre régional information jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté, qui a fusionné à l'issue des fusions des régions. Donc, on fait partie du réseau national de l'information jeunesse qui a été créé par le ministère Jeunesse et Sport il y a à peu près 30 ans. Donc, notre cœur de métier, c'est d'informer les jeunes sur toutes les thématiques qui peuvent se poser par rapport à leurs conditions de jeunes et leur vie et le développement de leur vie entre 16 et 30 ans, on va dire.
Voilà, donc la limite de la jeunesse se situant vers 30 ans. Donc on informe, c'est notre cœur de métier, avec un ensemble de ressources et de production documentaire sur toutes les thématiques, donc le logement, le job, les aides au projet, un ensemble de choses, dont l'international, dont moi je m'occupe, donc concernant la mobilité internationale des jeunes. Donc nous on est le centre régional, par contre on est en charge d'animer un ensemble d'une 50aine de structures qui sont disséminées sur tout le territoire de la région, donc autant de structures qui peuvent également être en proximité par rapport aux demandes des jeunes. Le cœur de métier c'est l'information, on va vers le conseil aussi évidemment, et puis l'accompagnement avec un ensemble de services liés aux thématiques que j'ai évoquées par rapport à la production de documents sur des guides de logement, le guide du job, des journées de job avec des job dating avec des entreprises, un service d'accompagnement au projet, le CLAP, qui est soutenu par le conseil régional, et puis bien évidemment sur le thème de la mobilité internationale, notre rôle est aussi d'accompagner les jeunes qui souhaitent partir, donc en coordonnant les programmes Eurodyssée et Stage Monde qui sont pilotés et financés par la région Bourgogne-Franche-Comté dont la personne tout à l'heure parlera. Et puis on est associé effectivement au consortium de l'AMFR et de la région académique à travers donc Erasmus+, qui permet d'élargir le champ des possibles par rapport à un autre public bénéficiaire de ces dispositifs. Voilà. D'ailleurs, on a vu une jeune. Tout à fait, c'était Fanny. Qui, effectivement. Que vous avez accompagnée. Ouais. Très bien. Alors, du coup, vous êtes très très actif au bout du compte sur, bien sûr, la mobilité internationale avec ces dispositifs. Et puis, vous avez également une plateforme. Oui, alors donc je l'ai pas évoqué tout de suite. Donc par rapport à notre rôle d'information et d'animation régionale, on a soutenu une aide au projet au niveau national en 2015 pour proposer à l'ensemble des partenaires régionaux qui sont actifs dans le champ de la mobilité internationale de participer à cette plateforme. Donc la mise en place d'une plateforme régionale de la mobilité. Qu'on voit peut-être apparaître à l'écran, qui s'appelle Agitateur de mobilité. Voilà, donc pour les jeunes, c'est vraiment une ressource très importante pour s'informer sur toutes les possibilités de départ, une vraie grande porte d'entrée, sachant que derrière ce site, il y a aussi tout un travail collaboratif effectué avec l'ensemble des partenaires régionaux, comme je disais tout à l'heure, sachant que chaque acteur régional peut promouvoir ses dispositifs ou ses activités en matière de mobilité sur ce site. Il y a également un annuaire des organismes que les jeunes internautes peuvent contacter. Et puis un volet important également du site, c'est d'avoir développé une partie sur les témoignages. Donc il y a la partie partage d'expériences sur le site qui géolocalise un ensemble d'expériences, que ce soit en volontariat, en stage, en études, donc de jeunes qui s'identifient géographiquement et dont on peut consulter le témoignage et que l'internaute peut même contacter pour avoir des infos complémentaires, les bons plans, astuces ou en tout cas s'inspirer de l'expérience du jeune. Voilà, très bien. Donc une très belle plateforme de promotion de la mobilité au sens large, c'est très bien. Alors, du coup, au niveau du CRIJ et du service de la mobilité, vous travaillez aussi avec pas mal de partenaires en région. De fait, puisqu'on est, on va dire au cœur par rapport aux jeunes qu'on accompagne, le travail en réseau est très important en termes d'accompagnement de jeunes, puisque Fanny tout à l'heure qui a témoigné a dit, enfin moi je l'ai noté, que c'est la Maison de l'Europe qui l'a orienté vers nous. Donc c'est important aussi, et c'est toute la richesse du travail collaboratif avec Agitateur de mobilité, c'est aussi que les professionnels aient conscience et connaissance des activités, des missions de chacun, de manière à mieux orienter les jeunes et de les diriger vers le dispositif ou en tout cas le partenaire qui peut le renseigner et puis apporter une solution.
Ouais, très bien, merci. Et puis, voilà, l'idée, c'est qu'est-ce qui vous motive aussi à vraiment investir dans ces projets aussi de mobilité internationale, d'accompagner les jeunes. Quelle est la raison fondamentale pour laquelle le CRIJ accompagne tous ces jeunes-là également? Ça se situe dans l'accompagnement. La mobilité internationale revêt vraiment énormément de plus-value dans un parcours de jeunes. Et en ce sens, Erasmus+ et Stage Monde, c'est vraiment aussi un argument, en tout cas une plus-value qu'on verbalise et qu'on explique aux jeunes ou aux professionnels. C'est-à-dire qu'un stage à l'étranger est vraiment complémentaire à un parcours classique. Si on peut résumer comme ça, avec la plus-value linguistique, professionnelle, qui est importante, et puis aussi un parcours de vie. Et ça, je pense qu'à titre personnel, c'est aussi quelque chose qui m'est cher, puisque la question suivante était est-ce que vous avez vous-même effectué une période de mobilité à l'étranger? Ouais. Donc oui, c'est le cas. Donc c'est plus ancien que Julien, mais en tout cas, je pense avoir eu aussi la chance à l'époque d'avoir bénéficié de tels dispositifs, sachant que c'était peut-être un petit peu plus discret. C'était au XXe siècle, ouais. Oui, je réfléchis. Donc j'ai eu une période d'études aux Pays-Bas, grâce à l'IUT de Besançon, où j'avais effectué mes études. Donc l'IUT avait déjà des partenariats. Et puis un stage en Irlande, à Dublin, un stage professionnel. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi l'envie de donner la main, de passer la main et de faire bénéficier de cette richesse aux jeunes d'aujourd'hui et que ça s'avère d'autant plus utile alors au niveau professionnel mais aussi humain et en termes de citoyenneté. Exactement. Donc vous avez attrapé le virus, on a attrapé le virus et généralement celui-là on préfère le garder. Très bien, merci beaucoup Delphine. Merci à vous. On va passer maintenant la parole à Monsieur Divot. Bonjour. Bonjour Monsieur Emmanuel Divot, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté de témoigner. Donc on continue. Vous aussi, vous avez chopé le virus à l'étranger? Exactement. Moi, et où alors? Alors moi j'ai chopé le virus au Royaume-Uni également. Donc étudiant Erasmus, Université de Franche-Comté, 20e siècle aussi. Voilà, et bien il faut bien le mettre. Donc à 2 reprises d'ailleurs, une fois Erasmus et une autre fois avec d'autres systèmes. Voilà, une année d'études entières, plus un stage professionnalisant, on va dire, pour une orientation que je n'ai pas suivie par la suite finalement. Mais, d'accord. Donc voilà. Mais sinon, vous êtes chef d'établissement? Sinon, je suis chef d'établissement adjoint, effectivement. Je viens de changer d'établissement, mais auparavant j'étais dans un établissement, un lycée professionnel, qui est membre du consortium Erasmus+, Think Different Move VIP. Depuis maintenant, je crois, 3 ou 4 ans, me semble-t-il. Donc, ce qui nous a permis de monter pas mal de choses et de permettre pas mal de choses aux jeunes dont nous avons la charge. Ouais. Et pourquoi, quand on est chef d'établissement, on a envie de se lancer dans Erasmus+? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que déjà, j'ai ce virus, comme on parlait tout à l'heure, ce virus positif. Et puis parce que je suis persuadé que l'expérience qu'apporte une mobilité, j'ai envie de dire quelle qu'elle soit et pour qui que ce soit, elle est fantastique, vraiment, elle est fantastique. Mon voisin a utilisé le mot d'accélérateur tout à l'heure et c'est vraiment ça à tout point de vue, je crois. Les apports sont difficilement mesurables, bien sûr. C'est parfois difficile de les mesurer, même si sur le côté linguistique, bien sûr, il y a toujours du plus. Du côté professionnel aussi, puisque en l'occurrence, c'est la formation professionnelle dont on parle ici. Donc là, il s'agit de stages, de périodes de formation en entreprise à l'étranger. Donc voilà, de multiples raisons et la conviction que, d'ailleurs, il suffit de voir ceux qui reviennent, qu'ils soient adultes, qu'ils soient jeunes, pour avoir envie de continuer et de développer ça. Vous avez eu des enseignants qui sont partis en mobilité? On a aussi des enseignants qui sont partis en mobilité, effectivement, et d'autres qui doivent partir encore dans l'année. Donc oui, tout à fait, enseignants, pas d'autres personnels, même si la chose est possible. Pas d'autres personnels, mais des enseignants, c'est le cas. Oui. Et est-ce que vous avez pu voir un avant-après Erasmus+, notamment au niveau de l'enseignement, des pratiques pédagogiques, de la façon de travailler? Je pense que oui. De toute façon, il y a un avant et un après, comme vous dites. Et effectivement, lorsqu'on s'apprête à exécuter une mobilité, à faire une mobilité ou à accompagner une mobilité, c'est-à-dire pour les professeurs ou pour les adultes, tout ça se prépare. Et tout simplement, ça amène à
de nouvelles choses, à aborder de nouveaux sujets, à aborder l'enseignement de façon différente parfois, des sujets qui sont parfois également différents. Et ce sont des choses qu'on rapporte aussi et qui ensuite essaiment, c'est-à-dire que les jeunes qui sont partis, les adultes qui sont partis, évidemment, ils en parlent. Ils essaiment un petit peu et ils essaiment ces idées, ces nouveautés, ces envies de voir autre chose. Donc on dit qu'Erasmus+ élargit les horizons. Comment cela s'est-il traduit pour les jeunes partis en mobilité ? Voir d'autres réalités, bien sûr, décentrer le regard. Moi, j'utilise souvent cette expression, de décentrer le regard et de même se voir autrement, de voir les autres, bien sûr, de voir d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres façons de travailler, d'autres façons de vivre, et puis se voir autrement, parce qu'on revient différent. Enfin, tout le monde l'a dit, et je pense que tout le monde le dit, et je pense que c'est vraiment le cas. Le consortium, Erasmus+, c'est aussi une connexion entre différentes parties prenantes. Ah oui, tout à fait. C'est une connexion formidable parce que c'est une mise en lien. C'est une mise en lien, bien sûr. Alors on peut à tout niveau, j'ai envie de dire, au niveau des établissements scolaires, dont je fais partie, puisque nous sommes amenés à nous rencontrer, à échanger des idées, des tuyaux, des lieux, des façons, des méthodes aussi, parce que derrière tout ça, bien sûr, il y a l'aide précieuse des gens du consortium et de ceux qui travaillent, qui ont été évoqués tout à l'heure déjà, précieuse, parce qu'il y a quand même un côté administratif, il ne faut pas le cacher. Donc c'est aussi une aide précieuse. Et on échange cela aussi, des méthodes, comment faire pour l'élaboration des documents, comment faire pour le suivi au quotidien des élèves, parce que c'est pas seulement une fois demander un dossier et ensuite le poster et puis recevoir de l'argent, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Et donc voilà, le consortium c'est tout ça. Et également ça nous a permis de créer des liens avec des entreprises aussi, parce qu'ils sont les lieux de stage de nos élèves. Et ces liens avec les entreprises sont également très enrichissants. On a pu accueillir des professionnels étrangers. D'autres choses n'ont pas pu se faire, hélas, au printemps dernier, pour les raisons que tout le monde connaît. Voilà, donc à tout point de vue, ce consortium est facilitant. Très accueillir nettement. des professionnels de l'étranger, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Monsieur Péa en a parlé, mais cette mobilité entrante est vraiment très importante. Quel genre de professionnels avez-vous accueilli et quel a été l'apport pour l'établissement, pour les enseignants, pour les élèves? Alors, un exemple, effectivement, l'année scolaire dernière, c'était au mois de janvier ou février, je ne sais plus, nous avons accueilli dans l'établissement où je travaillais alors 2 cuisiniers, 2 chefs cuisiniers qui dirigent ou qui travaillent dans un restaurant à Malte et qui avaient accueilli certains de nos élèves plusieurs années précédentes déjà, parce qu'on a un partenariat relativement long grâce à une enseignante qui avait pu faire le déplacement et créer le lien et créer le partenariat. Donc ces 2 cuisiniers sont venus dans l'établissement, ils ont séjourné plusieurs jours, ils ont animé un atelier, ils ont rencontré des élèves, ils ont visité les cuisines de l'établissement qu'ils ont trouvées formidables et encore meilleures que celles de leur restaurant, nous ont-ils dit d'ailleurs pour l'anecdote. Et voilà, ça a apporté cet échange-là. Et donc, ils ont également échangé avec non seulement les élèves que eux, ils avaient accueillis dans leur entreprise quelques mois avant, en l'occurrence, pour ces élèves-là, et aussi d'autres élèves. Donc, cela amène aussi, et ça, c'est un apport qui est pas seulement avec l'accueil de professionnels étrangers, c'est un apport qui est important. Je pense que ça amène, il y a l'émulation que ça crée. L'émulation que ça crée, l'envie que ça peut créer auprès d'autres élèves, de ceux qui ne partent pas, mais qui peuvent avoir l'espoir de partir l'année d'après ou à un autre moment. Et cette envie-là, je pense qu'elle est vraiment très, très, très importante aussi. Émulation et aussi une idée d'excellence, parce que malgré tout, il faut oser le faire, et que c'est de l'excellence. On parle pas ici d'élitisme, on parle vraiment de l'excellence. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment important aussi. Donc il faut oser le faire. Il faut oser. Vous l'avez fait dans l'ancien établissement, et aujourd'hui dans le nouveau, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est encore neuf, mon arrivée est encore récente, mais il y a des choses. Nous avons accueilli hier des intervenants de la Maison de l'Europe pour les Erasmus Days toute la journée. Intervention très appréciée déjà l'an dernier, semble-t-il, et avec de nombreux élèves accueillis. Des projets Erasmus sont en cours dans l'établissement, effectivement, notamment du côté dans les champs professionnels aussi, en direction de l'Allemagne pour l'instant. Moi, j'espère bien être amené à pouvoir développer tout ça avec un consortium ou en dehors et en plus, bien sûr. Mais voilà, comme ça me tient à cœur, comme on le disait, de toute façon, je ne vais pas lâcher ça. Très bien. Ouais. Merci. On continue? Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Nadine Janin. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît bien, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Si tu veux.
On va présenter peut-être ce que vous avez fait au niveau de la maison familiale, voilà, et la maison familiale. D'accord. Alors, bonjour à tous. Donc, Nadine Jana, la directrice de la maison familiale Auxois Sud Morvan, en Côte d'Or et plus particulièrement dans le Morvan, vous l'aurez deviné. Donc, c'est un établissement donc, qui fait partie du réseau des maisons familiales. On accueille cette année 110 jeunes de la 4e au BTS sur des formations principalement orientées dans le milieu agricole et l'agroéquipement. Donc moi, je dirige cet établissement depuis 2 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis directrice de maison familiale et dans le réseau des MF depuis plus de 20 ans. J'ai moi-même aussi vécu la mobilité. Alors, c'était pas Erasmus à cheval entre le 20e et le 21e siècle. Je suis partie au 20e, je suis rentrée au 21e. Après ma maîtrise maîtrise en anglais, j'ai réalisée à l'université de Dijon et je suis partie donc en fait enseigner le français dans un lycée à Dublin pendant un peu plus d'1 an. Et après j'ai intégré le réseau des maisons familiales, donc forcément le virus je l'ai aussi depuis très longtemps, bien plus longtemps que le corona. Voilà, donc j'ai toujours eu envie, que ce soit en tant que formatrice ou bien en tant que directrice, d'insuffler cette mobilité. Et donc à l'époque, on avait déjà fait un Leonardo, où on est parti au Danemark avec 15 professionnels. Ensuite, dans l'établissement où j'ai été pendant 10 ans, j'ai mis en place la mobilité, donc c'était en Grand Est, Vertu. Et puis depuis 2 ans, donc c'était un établissement, la maison familiale Auxois Sud Morvan, qui ne faisait pas de mobilité. Voilà, on accueille un public, je l'ai dit, on est inscrit dans un milieu rural, voire très rural. On accueille des jeunes qui sont issus du milieu agricole pour la majorité. Ce ne sont pas des jeunes qui ont accès à la mobilité très facilement. La mobilité fait peur, ça leur fait peur à eux, évidemment, puisque ça fait peur aussi aux familles. Voilà. Donc, on passe un peu pour des extraterrestres quand on commence à dire qu'on va envoyer les jeunes en mobilité Erasmus sur des exploitations agricoles à l'étranger. Alors après, les raisons, elles sont multiples et variées. L'idée, c'est, tous les jeunes l'ont dit, que ce soit à travers des vidéos, des témoignages, que la mobilité, ça fait grandir, ça apporte de l'autonomie, ça apporte de la responsabilisation, ça c'est évident. Et puis, ça permet aussi de lutter contre des préjugés. De travailler sur les aspects de tolérance, sur certaines valeurs qui sont hautement défendues dans le mouvement des maisons familiales. Et puis la définition de la pédagogie de l'alternance des maisons familiales, c'est la pédagogie de la rencontre. On l'entend souvent. Eh bien, que c'est bien que la mobilité européenne puisse aussi, au-delà des frontières françaises, pour permettre cette mobilité et cette pédagogie de la rencontre avec des professionnels dans d'autres pays qui ont un vécu différent, qui ont aussi des méthodes de travail différentes, et c'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien, tout simplement. Donc depuis maintenant 2 ans, donc nos jeunes participent, que ce soit, donc on a fait le choix de faire partir les CAP et les bacs pro, même si l'idée c'est vraiment de travailler la mobilité en transversale de la 4e jusqu'au BTS et même après le BTS dans l'établissement, l'idée elle est là. Donc ils sont partis en mobilité une première fois il y a 1 an et demi, ça s'est très bien passé. On avait identifié la Belgique pour des raisons, on va dire, de facilité de communication. Moi, j'enseigne l'anglais, évidemment. J'aimerais bien qu'ils puissent partir, mais en mobilité européenne le plus tôt possible. Ça m'éviterait d'être obligée de justifier l'intérêt d'apprendre les langues. Parce que souvent, quand ils reviennent, ils me disent « Ah bah si on avait su !» Bah oui, c'est sûr, si on avait su, on aurait un petit peu plus bossé l'anglais. Bref, ça c'était pour la petite blague. Maintenant, il est clair que les jeunes qui sont partis sont revenus, on l'a dit, transformés. Les familles étaient vraiment très ravies. Donc après, ça fait boule de neige, ça se sait. Malheureusement, la mobilité du printemps dernier n'a pas pu se faire. On l'a reporté pour cet automne. Ça va être encore une fois annulé. C'est dommage. Maintenant, on lâche pas. On continue à travailler sur ces perspectives de mobilité avec comme objectif de faire partir les plus jeunes, donc les 4e, 3e, dans le cadre peut-être de la nouvelle accréditation. Et puis, l'objectif, c'est que les BTS, post-BTS, puissent partir 6 mois à l'étranger
après leurs 2 ans de contrat d'apprentissage, puisqu'on a aussi cette particularité, c'est qu'on a des apprentis de CAP, de Bac Pro et de BTS. Et le statut d'apprentissage, parfois, ne facilite pas toujours la mobilité à l'étranger, puisque les BTS aujourd'hui sont obligés avec Erasmus de partir 2 mois. Et les employeurs ne sont pas toujours très très chauds pour les laisser partir sur une durée aussi importante. Donc on va contourner, entre guillemets, la problématique et partir sur un projet de mobilité 6 mois post-BTS. Avec l'idée de donner envie de continuer des études, d'impulser les licences pro, d'impulser aussi peut-être du travail à l'étranger. Moi, je l'ai vécu donc dans un autre établissement, maison familiale aussi, où j'avais envoyé mes BTS à l'étranger à l'époque, dans le cadre de Leonardo. Et j'ai un de mes BTS qui n'est jamais rentré. Il est toujours en Ukraine aujourd'hui. Voilà, il travaille comme chef de culture sur une exploitation ukrainienne. Donc, quand on a des témoins aussi valorisants que ceux-ci, on n'oublie pas de les faire témoigner régulièrement devant nos jeunes. Voilà. Alors, donc, ça fait 2 ans que tu es directrice dans cet établissement. Tu es arrivée avec l'idée de mettre en place ces projets. Comment ça a été vu aussi au niveau de l'équipe pédagogique ? Alors, je crois que quand on veut défendre la mobilité, il faut être exemplaire. C'est-à-dire que si on ne l'a pas vécu soi-même, c'est un peu difficile de faire transpirer cette envie de mobilité. Alors, j'avais une collègue qui était quand même plus particulièrement sensible à ces questions de mobilité. Et puis ensuite, eh bien, les autres collègues, c'est comment on crée une émulation, comment on crée un Erasmus Pro qui permette, et ça c'est un des projets de la maison familiale pour cette année, de travailler sur un Erasmus Pro qui pourrait aussi impulser une mobilité hybride, puisque c'est notre projet là pour le printemps 2021, si on y parvient, j'espère bien qu'on va y parvenir, en Italie, voilà. Donc c'est vrai que chez les adultes, on peut retrouver les mêmes freins à la mobilité que chez certains jeunes. Donc c'est comment on va trouver aussi les arguments pour rassurer, comment on va accompagner à la mobilité, comme on le fait avec, j'ai envie de dire, tous les publics. Donc on va préparer les différentes mobilités. Et puis surtout, comme on a pu le dire plusieurs fois, souvent les gens sont très très satisfaits quand ils reviennent et surtout ils repartent. Les jeunes aussi. Voilà, c'était exactement la question que j'allais te poser. En fait, l'impact de ces mobilités sur des jeunes, sur ce public, n'était pas toujours très enclin. Enfin, c'est pas toujours si simple, parce que pour eux, ça fait un grand écart également. Mais quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ces jeunes, principalement en agriculture, en agroéquipement ? Alors, d'un point de vue professionnel, ils se disent qu'ils sont des super pros ici en France. Voilà. L'alternance, ça aide quand même. Voilà, l'alternance aide. Et puis surtout, ils se rendent compte que finalement, le système français, le système agricole français, c'est pas si mal que ça, malgré que les agriculteurs se plaignent souvent, enfin pas tous, mais on va dire une majorité. Et finalement, ça leur permet de prendre du recul et de se dire, mais on n'est pas si mal là où on est. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, ça apprend aussi à ces jeunes, des fondamentaux qui sont irrémédiables dans les entreprises aujourd'hui, qui sont la capacité à être polyvalent, la capacité à s'adapter. Et ça, moi, j'avoue que quand sur un CV ou quand lors d'un entretien d'embauche, ils peuvent évoquer cette mobilité, souvent les employeurs s'y arrêtent et questionnent parce que derrière la mobilité, il y a tout un tas de qualités qui sont rattachées, c'est-à-dire la capacité à se débrouiller seul, à être autonome, à s'adapter, à être polyvalent. Et même avant des compétences pro, ce sont des savoir-être qui sont énormément recherchés dans les entreprises aujourd'hui. Voilà, très bien. Et, un dernier point, donc sur les 2 mobilités, sur la mobilité qu'on a conduite avec les premiers jeunes qu'on a fait partir dans la maison, 1 mois plus tard, après leur retour, il y en a 2 qui sont repartis de nouveau. En fait, pendant les vacances de Pâques, ils ont dit nous on repart là où on était parce qu'on était trop bien. Un peu inattendu du coup, vu les freins des fois au départ. C'était surprenant, oui. Ouais, très bien. Alors peut-être globalement, puisque l'idée de la table ronde, c'est aussi pourquoi s'investir plus dans les projets de mobilité, c'est peut-être comment on peut, dans cette nouvelle programmation qui nous est proposée par l'Europe, comment on peut aussi s'investir plus demain dans des projets de mobilité. Donc peut-être vous avez quelques idées de réflexion, quelques pistes à suggérer, et comment on peut peut-être accélérer le mouvement.
Mais je t'en prie. Chère Nadine, vous avez parlé de mobilité hybride. Alors, qu'est-ce que c'est une mobilité hybride? Alors, je viens de découvrir la mobilité hybride. Très honnêtement, je ne suis pas une prof de la mobilité hybride, mais en fait, je crois qu'on va la construire, en fait, cette mobilité hybride. Donc, l'idée, c'est en fait de s'appuyer sur un Erasmus professionnel avec l'équipe donc de la maison familiale à laquelle on va adjoindre également des professionnels du secteur agricole et puis également des bénévoles de l'association. Et on va partir en Italie. Et on va découvrir tout le réseau de partenaires professionnels italiens sur lequel on souhaiterait appuyer nos mobilités pour les jeunes à partir de la prochaine fois où on pourra partir. Et l'idée, c'est de pouvoir réaliser des entretiens, des reportages vidéo sur ces exploitations, pouvoir créer un premier lien. Et au retour, de créer une mobilité hybride. Alors ça va se manifester de quelle façon? Ça va être de la vidéoconférence avec les partenaires sur place pour que les jeunes aient déjà un premier pied, j'ai envie de dire, dans cette mobilité, qu'ils puissent être en capacité de se projeter, en capacité de faire des visites virtuelles des exploitations sur lesquelles ils vont se rendre. Et là, pour le coup, ça va déjà lever des freins, des craintes en se disant mais finalement, où c'est que je vais débarquer, ça va ressembler à quoi, puis le maître de stage, il va être comment, etc. Donc ça va permettre aussi de préparer cette mobilité, de travailler sur des plateformes de langue pour faciliter aussi la communication, parce qu'on l'a vu sur les centres équestres ou bien en cuisine, c'est pas forcément évident quand on doit du jour au lendemain communiquer. En plus, les jeunes du milieu agricole, l'anglais, c'est pas trop leur tasse de thé, si je peux me permettre. Donc voilà, ça permettra aussi de travailler sur tous ces éléments-là. Voilà, la mobilité hybride. Voilà. Delphine, moi j'avais une question. Un jeune qui arrive sur la plateforme mobilité, comment ça se passe après? Il vous contacte? Il prend les renseignements? Il y a plusieurs entrées possibles. Donc il y a un onglet qui s'appelle poser une question. Donc auquel cas c'est nous qui recevons la question et on redirige l'internaute qui a posé la question vers l'organisme concerné, ou alors on redéfinit un petit peu la demande pour mieux orienter. Il y a l'annuaire que j'ai mentionné tout à l'heure, l'annuaire des professionnels, qui permet d'avoir accès au résumé des missions de l'organisme pour permettre d'identifier si les missions correspondent un petit peu à la demande, et auquel cas pouvoir contacter l'organisme avec les coordonnées qui sont mentionnées. Et peut-être une troisième entrée à mentionner, qui là est plus, comme j'ai évoqué tout à l'heure, par rapport au témoignage, et pouvoir contacter les autres jeunes. Puisque c'est aussi un travail qui a été fait et d'un commun accord avec tous les partenaires, c'est qu'il y a l'importance de la communication par les pairs. Donc Madame le mentionnait aussi, et puis Monsieur, le fait d'avoir soi-même vécu une expérience, les jeunes qui sont partis peuvent passer le message, ou en tout cas faire profiter des points positifs de leur mobilité. Voilà, donc c'est autant d'exemples que les jeunes peuvent vraiment échanger entre eux. Et voilà. Très bien, merci. Et tout à l'heure, vous nous parliez aussi de Eurodyssée, je crois, et il me semble qu'on va accueillir quelqu'un, une jeune espagnole, grâce à ce programme. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai, Natacha. Donc le dispositif Eurodyssée, l'un des deux programmes qu'on coordonne, donc avec l'autre programme qui s'appelle Stage Monde, donc deux dispositifs de mobilité qui sont pilotés, financés par la région, dont Stéphanie parlera juste après. Donc le programme Eurodyssée a la particularité de fonctionner en réciprocité à travers ce réseau d'une quinzaine de régions européennes qui travaillent ensemble, donc à l'échange de jeunes stagiaires qui sont en mobilité de 5 mois. Donc pour effectuer un stage professionnel et hors cursus. C'est-à-dire que ça peut être à l'issue de tout le parcours de formation, ou même en césure. On voyait tout à l'heure sur le site que la césure c'est possible, et de plus en plus d'ailleurs exploité, utilisé par les jeunes qui le souhaitent dans le cadre de leur parcours. Voilà, donc le dispositif Eurodyssée va vous permettre d'accueillir cette jeune fille dans votre service pendant 4 mois. Et puis je pense que l'idée c'est d'essayer qu'elle participe au développement de la sensibilisation pour tout ce qui est lié à la mobilité des jeunes de vos établissements.
Merci Delphine. Julien, on a parlé et on parle de comment développer encore plus de mobilité, mais ça passe aussi par le développement et puis aller voir dans les établissements scolaires et leur montrer ce qu'est l'Europe. Vous avez différents dispositifs dans la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté à destination des établissements. Vous pourriez nous en dire 2 mots ? Alors c'est vrai que notre mission première, c'est d'être un point d'ancrage territorial pour l'information sur les questions européennes. Donc évidemment, la dimension scolaire, universitaire, mais tous les publics de la formation sont des cibles prioritaires, évidemment, dans le développement de nos missions et de nos services. Pour ce qui concerne les scolaires, il faut rappeler qu'on a été la première maison de l'Europe de France à signer une convention de partenariat avec une académie en 2008, et on s'en félicite, et on va renouveler d'ailleurs cette convention au niveau grande région académique. Donc nous, on s'adapte, en fait, de la pédagogie différenciée, on s'adapte à la fois à l'âge, au niveau et au programme scolaire. Les programmes ont changé ces derniers temps, justement, par rapport à la question européenne, donc on s'adapte. C'est-à-dire on va à la fois traiter des questions européennes de façon magistrale, on va le faire de façon ludique, on va avoir une approche assez participative aussi. Je pense notamment à nos simulations du Parlement européen, nos simulations du Conseil qu'on va offrir en alternative à cause de la situation sanitaire. Il y a toute une dimension aussi qui est liée aux langues. Il y a évidemment la question de travailler autour de la journée européenne des langues en septembre, la semaine des langues d'éducation nationale en mai, du joli mois de l'Europe. C'est comment amener l'Europe par le cadre purement scolaire des programmes, mais aussi par des médiations linguistiques, culturelles. On s'appuie aussi, on a en permanence des volontaires européens à Besançon et à Dijon, donc ce sont 2 jeunes Allemandes actuellement. Donc elles mènent aussi ce travail à la fois de promotion de la mobilité, parce qu'elles font une année de césure juste après leur bac. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Hier, Ira était à Morteau et elle me racontait ce matin qu'elle a été prise pour une élève à la cantine. Ce qui est logique, parce que finalement elle n'a que quelques mois d'écart avec les jeunes de terminale auprès de qui elle a témoigné. Donc ce lien-là, pour nous, il est très important de montrer que nous aussi, on est pleinement investi dans ces partenariats et dans le fait de faire vivre l'idée à travers toutes nos activités. Bon, avec un prisme scolaire, mais comme je le disais tout à l'heure, nos actions, c'est à destination des élus, des agents de collectivité, de syndicats, d'associations. C'est vraiment tous ceux qui souhaitent à un moment donné s'intéresser à cette question européenne. D'accord, merci. Et donc on continue encore plus d'Europe, encore plus de mobilité dans un établissement scolaire. On a entendu qu'il y avait des volontaires européens. Vous en avez, vous en avez vu dans les établissements scolaires ? Non, j'ai pas connu cela, mais voilà, évidemment, ce sera avec plaisir qu'on accueillerait un jeune comme ça, un jeune étranger qui fera un séjour parmi nous, c'est vrai. Je pensais tout à l'heure à la question sur le faciliter, développer encore. Et c'est vrai que dans un établissement scolaire, parfois le frein, la crainte peut venir aussi des adultes. Alors des familles, on l'a évoqué. Mais des enseignants aussi qui encadrent et qui finalement sont les garants un petit peu que tout se passe bien. Donc je pense leur permettre à eux de découvrir, de faire un premier séjour, on va dire, même s'il est court, de découverte, de prise de contact, etc. C'est vraiment quelque chose de très facilitant et de très important. Parce qu'ensuite ils peuvent en parler tout à fait concrètement et engager et inciter encore plus les jeunes qui, parfois peuvent être réticents, on l'a dit, mais ensuite ça se développe, ça se développe et ça accélère. Encore une fois, c'est un accélérateur, je pense réellement. Oui. Donc je pense que tout le monde est convaincu qu'encore plus de mobilité, ça permettra d'ouvrir les esprits, de construire les futurs citoyens de demain, et ça fait du bien. On est d'accord. Ouvrir encore plus les MFR, les établissements scolaires, depuis tout petit jusqu'à l'université et au-delà. J'ai bien compris, jusqu'à 80 et quelques années, Julien. C'est ça ? Bon. Très bien, donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages que vous avez donnés. Donc l'idée, c'est de poursuivre nos travaux également. Et voilà. Voilà, donc nous continuons et à présent nous allons laisser la parole à un de nos partenaires aussi très importants. Il s'agit du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, avec la venue de Stéphanie Van Pape, chargée de mission. Mais Stéphanie, je t'en prie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, donc Stéphanie Van Pape, je suis chargée de mission mobilité internationale à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Donc je vais aujourd'hui vous présenter les dispositifs régionaux qui ont été mis en place pour justement encourager cette mobilité, puisque la région est convaincue, comme tout ce qu'on vient de dire ce matin déjà, de la pertinence d'une expérience à l'étranger pour les jeunes, aussi bien au niveau professionnel, en termes d'insertion professionnelle pour la suite, mais aussi beaucoup au niveau personnel de tout ce qu'ils peuvent acquérir pendant leur séjour en termes de maturité, de découverte. Je pense que le message est déjà bien passé. Donc nous avons différents types de dispositifs que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on a ceux qui s'adressent aux apprenants, donc aux jeunes pendant leur cursus d'études. Ils peuvent être lycéens, ils peuvent être apprentis ou étudiants. Et on a le dispositif pour les jeunes diplômés, jeunes demandeurs d'emploi, qui s'appelle Stage Monde. Donc je vais un tout petit peu rentrer dans les détails de chacun de ces dispositifs. Donc les premiers sont ceux qui s'adressent aux jeunes pendant leurs études. Donc il y en a deux, il y a Acquisis et Dynastage. Ce qui va la différence fondamentale entre les deux, ça va être le pourquoi de la mobilité. Acquisis, ça va être pour faire un séjour d'études, alors que Dynastage, comme son nom l'indique déjà un petit peu, c'est pour faire du stage. Donc après, les modalités vont être légèrement différentes, les montants, les durées. Acquisis va s'adresser qu'à des étudiants, donc à des jeunes après le bac, qui vont partir pour 1 semestre ou 2 semestres à l'étranger, dans une université ou dans un établissement partenaire à leur établissement en Bourgogne-Franche-Comté. Dynastage s'adresse à un public plus large qui peut être apprentis, lycéens et étudiants, à partir du moment où vous avez un stage à faire dans votre formation. Donc pour les lycéens, par définition, ça va être les lycéens professionnels. Pour ces deux programmes, on a un certain nombre de critères d'éligibilité, avec bien sûr comme premier critère les revenus. On va prendre en compte les revenus de la famille. C'est un calcul, on calcule le quotient, ce qu'on appelle un quotient familial, en prenant le revenu imposable qu'on divise par le nombre de parts. Donc, en gros, je simplifie en disant qu'on va toucher tous les boursiers avec ce calcul-là, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de parts, donc la composition de la famille, on peut toucher beaucoup plus de personnes. Ensuite, on a besoin d'une validation pédagogique par l'établissement. Comme vous partez toujours dans le cadre de votre cursus, on va demander à votre établissement que votre stage ou votre séjour d'études est bien conforme à ce qu'eux attendent en termes pédagogiques. Au niveau de la destination, vous avez la possibilité de partir partout dans le monde, mais à plus de 150 km à la fois de la ville d'études et de la ville de résidence. Donc on va prendre ces deux critères. Les personnes d'origine étrangère ont la possibilité de partir également, avec une petite restriction supplémentaire pour leur pays d'origine. Et enfin, une petite précision pour le dispositif Dynastage, il est possible de faire jusque 2 demandes, en partant du principe que les stages, on peut en faire en 2e année, on peut en refaire après si on continue ses études dans le cadre de son master. Et du coup, il y a possibilité de faire 2 demandes dans une limite sur l'ensemble du cursus de 6 mois. Donc, un petit rappel des montants. Donc, en gros, les bourses de la région vont de 90 € à 380 €. Elles sont cumulables avec les bourses sur critères sociaux que vous pouvez recevoir et aussi avec la bourse Erasmus. Donc, si vous percevez une bourse, on va juste appliquer, nous, un autre barème, mais rien ne vous empêche d'avoir les deux bourses. Au niveau de la candidature, tout se passe en ligne. Il y a une application dédiée pour cela. Donc, avec un lien, vous vous connectez sur ce lien, c'est à vous de créer le compte et de faire votre demande, de la valider en ligne, de mettre toutes les pièces justificatives en ligne. Ça passe après par votre établissement, toujours en ligne. C'est une personne de l'établissement qui va valider et ensuite il y aura une instruction. Et suite à cette instruction-là, toutes les demandes de bourse doivent être validées par l'Assemblée régionale, donc les élus régionaux qui se rassemblent
pour décider de l'attribution de la bourse. Et suite à cette décision-là, vous percevez votre bourse. Donc, quelques chiffres sur la dernière année complète que nous avons, l'année 2019. Donc, nous avons donné pratiquement 2500 bourses en 2019 à des jeunes qui sont partis dans le cadre de leurs études. Ça représente pour la région un montant de plus de 2 millions d'euros. Et c'est une moyenne de 890 € de bourse par jeune. Alors c'est très variable parce que forcément les montants de bourse vont s'adapter à votre période de stage. Donc si vous partez 15 jours ou si vous partez 10 mois, ça peut faire des grosses différences. Donc la bourse, on s'adapte vraiment en fonction du temps que vous partez. Au niveau des destinations, c'est une petite illustration. On peut vraiment partir partout dans le monde. Il y a à peu près 80 destinations en 2019 différentes. L'Europe est forcément très représentée. C'est 65% à peu près des mobilités que nous finançons. Mais voilà, et malgré tout, il est possible de partir partout. Alors là, avec la situation actuelle, je pense que l'Europe va encore gagner en importance. Mais c'était déjà très important. Donc, je vais passer au deuxième type de dispositif, donc les dispositifs qui s'adressent aux jeunes diplômés, jeunes demandeurs d'emploi. Donc, c'est le dispositif Stage Monde qui s'adresse donc à des jeunes qui sont domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté, qui ont entre 18 et 30 ans. Il faut au plus tard, au moment de leur départ, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi. Et de nouveau, on a ce critère de distance avec 150 km depuis son lieu de résidence. Et le critère le plus important pour ce programme-là, ça va être le projet professionnel. On va regarder que vous ayez vraiment un projet dans l'idée d'aller à l'étranger. On ne veut pas juste financer des jeunes qui veulent encore visiter un pays. C'est vraiment un stage professionnel et on va être particulièrement attentif à ça. Donc le dispositif Stage Monde s'adresse à des jeunes, pareil, je pense qu'on en a déjà parlé, en année de césure par exemple, après le bac ou entre la licence et le master, si on veut encore un peu voir ce qu'on a envie vraiment de faire. Et très classiquement, bien sûr, à la fin des études, quand on a encore besoin d'une expérience à l'étranger avant d'intégrer le monde du travail. Donc le dispositif Stage Monde, c'est une bourse de la région qui est de 763 €. Ça va être des durées de 3 à 5 mois et pareil, on peut aller partout dans le monde, hormis dans les collectivités et territoires d'outre-mer. Et il y a une petite restriction supplémentaire pour les destinations déconseillées par le ministère des Affaires étrangères. À côté de cette bourse, la région prend aussi une assurance pour les jeunes. Ils ont la possibilité, bien sûr, de signer une convention de stage et ils disposent aussi d'un accompagnement par un coordinateur technique financé là aussi par la région. Et actuellement, donc, c'est le CRIJ de Bourgogne-Franche-Comté. Pour candidater à ce dispositif, c'est un formulaire à remplir, un document PDF à remplir où vous expliquez bien votre projet professionnel. Ce dossier est à renvoyer par mail à la région, qui l'instruit, qui l'envoie au prestataire, donc au CRIJ de Bourgogne-Franche-Comté pour réaliser un entretien, toujours dans cette idée d'évaluer votre projet professionnel et votre motivation. Suite à ça, vous êtes ou pas sélectionné. Et suite à cette sélection, vous pouvez intégrer le dispositif et donc l'accompagnement pour trouver votre stage et concrétiser votre projet. Et suite à ça, bien sûr, pour l'attribution de la bourse, encore une fois, on passe par une validation par les élus de la région. Du coup, j'en profite pour présenter encore un autre dispositif qui s'appelle le dispositif Jeunes Citoyens du Monde. Il est légèrement différent parce que là, le cœur du projet va être une action humanitaire ou de développement que vous allez réaliser avec l'appui d'une structure française ou étrangère. Il s'adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans, que vous soyez domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté et peu importe si vous êtes étudiant ou pas. Le projet, c'est un projet individuel que vous devez mener individuellement pour un projet d'une durée comprise entre 1 et 6 mois.
Et l'aide, la subvention que vous pouvez percevoir de la région Bourgogne-Franche-Comté peut aller jusqu'à 1 000 €. Je crois qu'on a un petit film de ma collègue Émilie Castel qui s'occupe plus spécifiquement de ce dispositif. Donc, je vais vous laisser regarder ça. La région Bourgogne-Franche-Comté propose un dispositif, le dispositif Jeunes Citoyens du Monde, pour vous accompagner, pour partir en mission bénévole dans un pays en développement et ainsi bénéficier d'une expérience dans le domaine de la solidarité internationale. Ça peut se traduire de différentes manières, ça peut être un stage, par exemple dans le cadre de vos études en médecine, un stage dans un pays en développement comme le Togo, le Burkina Faso, ou ça peut être aussi une mission bénévole au sein d'un orphelinat pour accompagner les enfants dans le cadre d'un soutien scolaire, par exemple. Engagez-vous. Voilà. Donc, on a fait le tour des dispositifs qui ont été mis en place par la région Bourgogne-Franche-Comté. Sur la diapositive suivante, vous verrez donc les contacts avec le lien sur le site internet de la région, bourgognefranchecomté.fr. Il y a une rubrique tout de suite sur la première page, Mobilité internationale. Et si vous cliquez là, vous avez des informations plus précises sur tous les programmes, Acquisis, Dynastage, Stage Monde et Jeunes Citoyens du Monde. Merci. Merci beaucoup Stéphanie, merci au Conseil régional pour son soutien. On arrive bientôt à la fin de cette matinée, de ces Erasmus Days. Donc avant de vous quitter, je laisse d'abord la parole à Jean-Yves pour insister aussi sur notre consortium et vous donner quelques perspectives. Jean-Yves ? Voilà, merci Natacha. Alors effectivement, l'objectif, on l'a compris, on a une nouvelle programmation européenne désormais, donc bien sûr le consortium va déposer une accréditation, une demande d'autorisation et de montrer un petit peu la qualité de nos consortiums auprès de l'agence Erasmus. Notre objectif est très clair, c'est de continuer d'ouvrir la possibilité à quantité d'établissements qui œuvrent dans le champ de la formation professionnelle particulièrement, de continuer de travailler avec nous au développement des mobilités bien sûr en Europe, et la nouvelle accréditation va offrir une possibilité supplémentaire de pouvoir partir à l'international. Donc on attend vraiment cette possibilité avec la plus grande impatience. Ça voudra dire qu'il faudra également qu'on puisse accompagner les établissements dans ce développement et dans cette nouvelle piste de mobilité qui apportera une autre type d'expérience. Et puis également, cette accréditation est axée sur l'idée de toucher plus de publics encore et des publics encore plus éloignés de la mobilité. Donc ça sera un travail que nous faisons, que nous commençons. Nous avons déjà commencé de travailler dessus, de réaliser. On a compris des publics qui soient dans des situations familiales pas très favorables au développement de la mobilité, économique, ou alors dans des zones rurales où pour certains ils sont jamais partis de chez eux ou quittés même ne serait-ce que la région et encore moins partir en découverte d'un autre pays. Donc c'est vraiment l'idée de ne laisser aucun jeune qui a envie de partir en mobilité sur le côté, et même au contraire, pour certains, d'aller les chercher parce que naturellement, ils ne seraient peut-être pas partis. Donc c'est vraiment un travail que nous souhaitons réaliser sur cette nouvelle accréditation. Et puis, il y a un axe, évidemment, qu'il ne faut pas qu'on oublie sur les objectifs de développement durable. Donc, comment on va aussi travailler avec les établissements pour prendre en compte ces objectifs de développement durable dans la préparation au départ, dans la construction des mobilités, dans également l'ensemble des procédures administratives sur lesquelles on est en train de se pencher beaucoup plus fortement pour réduire l'impact négatif ou des papiers, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. On a parlé de développer encore de la mobilité. On a eu quelques pistes. L'idée de développer de la mobilité également entrante, d'accueillir chez nous des professionnels européens, d'accueillir chez nous des enseignants également dans nos établissements peut donner l'idée à d'autres de pouvoir partir à la découverte et déjà d'avoir un frein un frein levé à ce développement de la mobilité.
Et puis un axe particulier qui nous tient vraiment à cœur, c'est de développer la mobilité pour les apprentis. Et on sait que les freins peuvent être nombreux, surtout de la part des employeurs, voilà, parce que des dispositifs existent. L'État a pris également en compte ce point-là pour aider également les structures à développer de la mobilité des apprentis. Donc nous allons y travailler plus spécifiquement. Et puis, la communication, il faut qu'on parle un petit peu plus encore de notre consortium, du consortium de la formation professionnelle. Donc, un hashtag Erasmus BFC. Donc, en entier, on met tout sur le même mot. Hashtag Erasmus BFC. Et vous verrez, dans les semaines, dans les mois à venir, certainement, ce hashtag se développer petit à petit. Donc, consortium EFP, enseignement formation professionnelle, oui, on continue, on vous attend, on est là pour vous accompagner. Donc venez, n'hésitez pas, prenez notre attache. Parallèlement, on continue notre projet Citizen 2.1, toujours autour de l'enseignement à la formation professionnelle et du numérique. C'est-à-dire que nous allons travailler avec nos différents partenaires allemands de Rhénanie-Palatinat, et là je parle de la chambre d'artisanat de Kaiserslautern, avec 17 000 entreprises à la clé derrière avec nous. Je parle de nos partenaires de Belgique, de Bruxelles, où on en a deux centres de formation, un qui accompagne les jeunes dans leur formation, l'autre qui les forme. Je parle de nos partenaires serbes, qui à Belgrade, c'est un centre d'innovation pédagogique et d'accompagnement pédagogique. Et je parle de nos partenaires finlandais, c'est l'universitaire de Tampere, qui va nous aider à prendre de la hauteur aussi dans ce partenariat. L'objectif va être de former des formateurs pour essayer d'aller encore plus loin dans les compétences du citoyen Citizen 2.1 d'aujourd'hui et de demain. Parallèlement, on parle de l'enseignement de la formation professionnelle. Mais la Bourgogne-Franche-Comté, c'est tout le monde. C'est aussi l'enseignement scolaire. C'est pourquoi nous allons déposer un consortium enseignement scolaire pour les établissements de la maternelle jusqu'au bac et avec nos 23 maisons familiales et rurales pour tout le volet 4e, 3e. L'objectif est de développer de la mobilité apprenante pour les apprenants, mais également pour tous les personnels. Quand je dis personnel, c'est tout le monde. Ce sont bien sûr les enseignants, les moniteurs, les chefs d'établissement, les directeurs, mais également les agents, également les inspecteurs du premier degré, du second degré. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet ambitieux à destination de tout le monde. Mobilité pour les apprenants. On souhaiterait développer de la mobilité dès le cycle 3, CM1, CM2, 6e, parce qu'on pense que, comme le disait Nadine tout à l'heure, que plus on commence tôt, mieux c'est. Mobilité à des fins d'apprentissage, pour le développement professionnel des personnels, mais également pour le développement de la citoyenneté de nos jeunes. On en a plus que besoin aujourd'hui. On va leur donner une boussole, et le programme Erasmus+ et Mobilité vont être un moyen justement d'apprendre à voir ce monde qui est complexe, d'avoir les clés de la compréhension pour devenir de véritables citoyens demain, engagés. Parallèlement, nous continuons bien sûr à travailler avec tous nos partenaires qui sont là aujourd'hui, que je souhaiterais vraiment remercier avec Jean-Yves. Mais on sait qu'on peut compter sur eux, ils sont toujours là. Donc, bien sûr, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, la Maison de l'Europe, le CRIJ, mais aussi tous les établissements scolaires, toutes les MFR et surtout les personnels qui sont dedans, qui travaillent dedans. Et bien sûr, remercier nos jeunes, depuis les tout petits jusqu'aux tout grands. Parce que si aujourd'hui on est là, et tous les jours si on est là, c'est pour vous. C'est pour vous aider, mais on a besoin de vous. On a besoin aussi de votre motivation, on a besoin de vos retours. Donc n'hésitez pas, engagez-vous, que vous soyez enseignant, chef d'établissement, moniteur, directeur, inspecteur, mais surtout jeune. Venez et grâce à la mobilité, allez encore plus loin. Merci beaucoup. À bientôt.